Merci d'être présent. Merci à Hugo, Hugo Pompougnac, qui est chercheur en informatique. Plus particulièrement, je crois que ces sujets, ce sont historiquement la compilation en informatique et puis ce qu'on appelle le machine learning. Je pense que c'est un truc dont on va parler ce soir. Hugo est président d'Espace Marx. Il est membre d'Alternative communiste et il est impliqué dans le média Nos Révolutions. C'est donc en tant que à la fois spécialiste de l'intelligence artificielle, mais aussi comme militant et intellectuel communiste, que donc on va l'interviewer et l'entendre ce soir. Et donc je veux le remercier d'avoir pris le temps. Brièvement, je vous propose que la discussion, hein, l'échange sera en trois temps. Peut-être dans un premier temps qu'on profite justement de ces lumières pour nous mettre à niveau sur savoir de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle comme objet technique et puis comme objet politique. Donc avec un souci de pédagogique de se mettre à notre niveau. Je sais qu'il en est tout à fait capable. Peut-être dans un second temps qu'on essaye de pointer du doigt un certain nombre d'enjeux politiques. L'intelligence artificielle suscite de l'enthousiasme, mais elle suscite aussi beaucoup de craintes et d'inquiétudes dans des domaines variés, aussi bien sur les bouleversements concernant le travail, concernant notre rapport à la culture, sur l'environnement, bien sûr. Enfin, on verra un peu toutes ces questions, des questions plus anthropologiques même. Et dans un troisième temps, peut-être se concentrer puisque c'est un des sujets aussi qui est un sujet qui préoccupe et sur lequel Hugo travaille, de voir comment l'IA peut être aussi au service de gens qui, comme nous, on cherche à changer le monde ou à le transformer et à peser et à s'inscrire dans un récit révolutionnaire. Eh bien, dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut être un moyen, un outil? Est-ce que ça peut être un outil qui aide ceux qui cherchent à revendiquer le pouvoir pour l'exercer à la place de ceux qui l'exercent aujourd'hui? Bref, moi je voudrais poser peut-être d'abord une première question à Hugo. Alors ce soir, on va pas, c'est que beaucoup de gens, on a dans la tête ChatGPT, mais on va parler pas seulement de ça, on va parler d'autres choses, d'intelligence artificielle donc. Alors je voulais d'abord lui poser la question, est-ce que ce mot d'intelligence te paraît juste, que ça t'apparaît un abus de langage? C'est vrai qu'il semble que ce soit aussi un mot qui est surgi parce que ça vient historiquement, je crois, de l'anglicisme et du mot renseignement en fait, quoi. Et donc, ça semblerait dire que ce n'est pas seulement de l'intelligence au sens où on l'entend, nous, en français. Et en même temps, manifestement, l'intelligence artificielle, elle se donne comme objectif de reproduire des fonctions cognitives du cerveau et elle semble le faire de manière assez convaincante. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de cette expression, Hugo? Ah, on commence directement par la philosophie. Bah, moi, je suis très content, en tout cas, d'être parmi vous ce soir et de pouvoir discuter de ça. Parce que peut-être, si tu me permets, Franck, de dire un petit peu comment j'aborde cette discussion. Et puis, là, on vient de sortir un bouquin qui s'appelle Que faire de l'intelligence artificielle avec la Fondation Copernic. Et du coup, pour dire un peu comment on aborde quoi l'entrée dans ce débat, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un débat technique, très bien, il y a des choses plus urgentes, il y a le budget qui est en cours, il y a, bon, un militant politique, peut-être, il a d'autres choses à parler que de la nouveauté qui surgit dans les ordinateurs. En fait, ce qui nous a motivé à rentrer dans ce débat-là, c'était, vous vous souvenez peut-être, juste après la sortie de ChatGPT, il y avait eu Elon Musk et quelques-uns de ses amis qui avaient sorti un moratoire disant il faut absolument arrêter les recherches et le développement dans le domaine de l'IA parce que on va au devant de catastrophes anthropologiques profondes, donc il faut arrêter, il faut faire un moratoire. Bon, évidemment, son inquiétude, c'était qu'il avait pris du retard, lui, et du coup, il voulait le rattraper pendant le moratoire. Et puis en face, il y avait Sam Altman, donc le PDG d'OpenAI, c'est la boîte qui distribue ChatGPT, qui disait non, non, au contraire, c'est formidable, l'humanité est au seuil de quelque chose de grand, oui, mais d'un grand bonheur. Et du coup, les deux disaient l'emploi va disparaître et le travail humain va disparaître en même temps, et on est au seuil d'une société du divertissement
où les humains n'auront plus qu'à ouvrir la bouche et puis croquer ce que les machines, la corne d'abondance que les machines feront pleuvoir sur elles, quoi. Et on se trouvait à ce moment-là un petit peu embêté parce qu'on assistait à un débat entre des milliardaires de la Silicon Valley qui avaient visiblement pas la même opinion. Mais enfin, c'est des milliardaires de la Silicon Valley et notre point de vue à nous, le point de vue du mouvement social, des gens qui veulent changer le monde et des gens qui pensent que pour changer le monde, il faut prendre un chemin d'égalité maximale et de liberté maximale des êtres humains. On trouvait ça un peu frustrant que ce point de vue-là soit pas représenté dans le débat. Donc c'était ça un petit peu l'intention, quoi. C'était faire entendre la voix du mouvement social et modestement peut-être aussi du marxisme dans un débat dont il était à l'époque complètement absent. C'est plus le cas aujourd'hui, mais au moment où on a voulu commencer ce travail, c'était un petit peu ça l'intention. Alors sur la question que tu poses, c'est je c'est pas simple en fait, parce que moi je trouve que dans intelligence artificielle, c'est pas intelligence le problème, c'est artificiel. En fait, on le verra tout à l'heure, on le détaillera, les logiciels qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est des logiciels de stockage de l'information dans lesquels on met beaucoup de choses qui sont présentes dans vos données, dans les données que vous avez sur vos réseaux sociaux, trouvées sur Internet aussi, avec des données trouvées sur Wikipédia ou dans des thèses de doctorat. Donc toutes les données ouvertes qu'on peut trouver facilement sur Internet, et même certaines données fermées, puisque vous avez peut-être entendu dire qu'il y a eu quelques problèmes de pillage de livres sous droit d'auteur et de création culturelle sous droit d'auteur. Donc, on prend tout ça et on le stocke, on va détailler tout à l'heure, sous forme de régularité statistique, dans ce qu'on appelle un logiciel d'IA ou de machine learning ou un modèle statistique. Et donc, toute cette intelligence, qui est vraiment de l'intelligence, qui est de l'intelligence humaine, et de l'intelligence de millions et même de milliards de gens, puisque nous, les humains, ça fait quand même très longtemps que dès qu'on a une idée qu'on estime valable, on l'écrit quelque part, finalement quelqu'un l'a mis sur Internet, et finalement ça a été bouffé par un logiciel d'IA. Donc toute cette intelligence qui se retrouve cristallisée dans une machine, ce qui est très étrange, c'est de la dire artificielle en réalité. Ça rappelle un petit peu, peut-être que c'est une référence qui vient parfois dans les débats sur l'IA, le Phèdre de Platon. Donc le Phèdre de Platon, c'est un dialogue de Platon où Socrate s'insurge contre l'écriture, le fait d'écrire les idées et d'écrire la philosophie, et il dit mais cette chose est complètement étrangère à l'intelligence, elle est complètement étrangère au raisonnement parce que l'intelligence c'est deux personnes qui dialoguent, qui peuvent se répondre. Cette chose-là peut pas vous répondre, elle vit sa vie autonome, elle roule de ci de là, n'importe qui s'en saisit. Évidemment, Platon était un homme, c'est très anachronique de dire de droite, mais un homme attaché aux privilèges aristocratiques, qui trouvait effarant que des gens de rien puissent se saisir des idées qui circulent. Et donc, il s'agissait de donner à voir le fait que l'intelligence mise dans les livres était artificielle, contrairement à l'intelligence du dialogue, qui, elle, est réelle. Donc je pense que le point de départ, le point par lequel il faut rentrer dans la discussion sur l'IA, c'est de refuser le A et de parler simplement de l'intelligence humaine, ou du savoir humain, ou du patrimoine intellectuel de l'humanité, que des grandes entreprises ont compressé, ont agrégé et ont stocké dans des logiciels. C'est ça fondamentalement, un logiciel d'IA et un logiciel comme ChatGPT. D'accord, bon, ça me paraît assez clair. Donc, un prolongement de l'intelligence humaine et c'est de l'information, du savoir stocké. Euh, Peut-être, est-ce qu'on peut faire un rapide, parce que ça fait 70 ans quand même qu'on parle d'intelligence artificielle. Il y a des moments où on en a plus parlé qu'à d'autres. Moi, je me souviens, moi j'ai été un peu mobilisé dans l'Internet des débuts, dans les années 90. On parlait pas du tout d'intelligence artificielle à ce moment-là, ou beaucoup moins en tout cas. Et je sais qu'à certaines périodes, c'est un mot qui a surgi, bon, qui avait des réalités techniques différentes selon les époques. Selon les représentations, parce qu'il y a eu aussi, par exemple, on a tous en tête 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un des moments où ça devient un objet populaire d'une certaine façon, avec une représentation. Bon. Mais techniquement, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Quelles ont été c'est quoi les grandes familles voilà. Alors c'est super dur comme question parce que c'est le techniquement qui rend la chose difficile. Mhm. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, avant d'être un concept technique, c'est un concept littéraire. C'est un concept de science-fiction. Et je pense la plupart d'entre nous, moi en tout cas, on a été confrontés la première fois à l'idée d'intelligence artificielle, pas du tout par les ordinateurs, mais par les films ou par les livres. Mhm. Euh, ou y compris, en général,
concept d'intelligence artificielle dans ce contexte-là. Je m'arrête un peu dessus parce qu'en réalité, une partie du débat public sur l'IA est un débat de ce type-là, est un débat de type littéraire. Il s'agit, ça veut dire quoi? Ça veut dire machine pensante et éventuellement machine avec des émotions. Souvent, dans les œuvres en question, les deux sont étroitement liés. Vous avez peut-être Pinocchio comme grand ancêtre, quoi. Mais moi, je me souviens, une des premières fois où j'ai été confronté au mot, à l'expression intelligence artificielle, c'était dans un film qui s'appelait L'homme bicentenaire, qui est une adaptation d'un roman d'Isaac Asimov. Isaac Asimov faisait plein de romans qui exploraient les difficultés venant avec l'idée de robots pensants et de machines pensantes. Du coup, c'était Robin Williams qui jouait un robot tellement perfectionné qu'il avait des sentiments, qui menait une vie parfaitement ordinaire. Mais sauf que, vu que c'était un robot, il était immortel, il suffisait de changer des pièces pour qu'il continue de vivre et qu'il n'ait pas de problème. Et du coup, tous les gens qu'il rencontrait, qui finissaient par aimer, vieillissaient et disparaissaient. Et à la fin, en fait, c'était pas un propos sur les systèmes techniques, c'était pas un propos sur l'informatique, c'était pas un propos sur l'artificialité de l'intelligence, c'était un propos sur la condition humaine et la solitude qu'il y a à se retrouver privé de tous les gens qu'on aime. Donc la première entrée qu'il y a dans le débat public sur l'intelligence artificielle, c'est ce sujet-là en fait, c'est celui des machines pensantes. Quand Raphaël Enthoven demande sur un plateau télé, est-ce que les IA peuvent philosopher, est-ce que les IA peuvent aimer, vous avez régulièrement des sujets comme ça de gens qui sont tombés amoureux de leur ordinateur en interagissant avec un logiciel d'IA. Là, en réalité, on est dans le domaine de la rêverie philosophique, du conte, de la réflexion et de la méditation littéraire. On n'est pas en train de parler de machines réelles et de machines qui existent vraiment. Donc c'est super important de se dire ça déjà, de se dire qu'une partie du débat public est un débat qui ne porte pas sur les logiciels qui sont réellement déployés dans les ordinateurs aujourd'hui, mais qui sont dans la longue tradition de l'homme voyant surgir de ses mains quelque chose qui semble vivant et du coup qui se demande dans quelle mesure il va être un jour remplacé parce qu'il a fait surgir de ses mains. Bon. Donc c'est la première grande définition, c'est ça. La deuxième grande définition, il y en a plusieurs en fait. Je vais pas énumérer comme ça parce que tout est pas aussi intéressant, etc. Mais moi, quand j'avais 20 ans et que j'allais dans une librairie d'informatique et que je regardais les livres qui s'appelaient Découvrir l'intelligence artificielle, c'était pas du tout ce dont on parle maintenant. C'est ce qu'on appelait à l'époque des systèmes experts. Et en fait, les systèmes experts, c'est des systèmes de règles logiques, de type logique formelle, où en fait vous avez un programmeur, par exemple c'était utilisé dans la conduite de hauts fourneaux. Donc vous avez un programmeur qui décrivait, qui discutait avec les ingénieurs, avec les ouvriers d'un haut fourneau, et qui cristallisait dans le code, dans la programmation, l'intelligence et l'expertise requises pour faire fonctionner les hauts fourneaux. Donc, il programmait le fonctionnement. Bon, ben, quand la cuve est à tel niveau de pression, il faut que le système réagisse de telle manière, qu'on est à telle température, etc. Donc, c'était des systèmes experts à l'époque. Et c'est ça qu'on appelait intelligence artificielle parce que c'est le point sur lequel il nous semblait que les ordinateurs étaient les plus proches de l'intelligence des humains. Depuis, ça a un petit peu changé. Et en fait, aujourd'hui, on est revenu à quelque chose qui est plus vieux que ça, effectivement, et qui date des années 50, qui est une intuition d'Alan Turing à l'époque. Alors, Alan Turing, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'on entend parler du test de Turing, et puis c'est lui qui a craqué la machine Enigma, vous savez, la machine pour faire passer des messages codés des Allemands. Donc, c'est un des grands noms de l'informatique, et un des pères fondateurs même de l'informatique. Et donc, Alan Turing, il disait, dès 56, c'est beaucoup trop compliqué de se demander comment simuler le cerveau d'un être humain. Ce qu'il faut faire, c'est simuler le cerveau d'un enfant, puis l'éduquer. Si on réussit à simuler le cerveau d'un enfant et qu'ensuite on l'éduque, à la fin, on aura le cerveau d'un humain adulte et on aura réussi le challenge d'avoir une intelligence artificielle, une intelligence fabriquée. Alors, je ne vais pas m'attarder des plombes là-dessus, mais si vous voulez, on pourra s'arrêter sur le fait qu'on est très très loin de cet objectif, d'être capable de simuler le cerveau d'un humain enfant qu'il suffirait ensuite d'éduquer pour plein de raisons. Mais bon, je ne m'attarde pas là-dessus, mais les propriétés de l'intelligence d'un enfant sont pas aujourd'hui, du point de vue de l'autonomie, sont pas aujourd'hui rencontrées par ces systèmes-là. Mais du coup, c'est ce qu'on a appelé l'apprentissage machine. Il s'agit de machines qui se modifient elles-mêmes, c'est-à-dire qui sont capables d'apprendre et de modifier leur comportement en fonction des données qu'elles reçoivent. Donc c'est ça le paradigme dans lequel on est aujourd'hui. Quand on parle de machine learning, vous avez peut-être entendu parler du mot, c'est ça les systèmes d'IA qu'on déploie aujourd'hui. Et il s'agit en particulier d'un algorithme bien particulier de machine learning, celui qu'on a dans les mains et qu'on a dans les mains en réalité depuis une trentaine d'années. Ce sont les réseaux de neurones profond, exploitant un algorithme qui s'appelle l'algorithme du gradient. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des choses qui sont
qui ont connu le succès et qui sont arrivés au grand public initialement sur la reconnaissance d'image, pas du tout sur les logiciels de chat avec lesquels on interagit. Initialement, Yann Lequin, c'est le grand nom, il a reçu un prix Turing justement à ce sujet-là. Son innovation à lui, il s'agissait d'être capable de lire des numéros. L'ordinateur capable d'identifier des numéros, c'était utilisé pour les banques en réalité, pour la saisie des chèques. Donc on mettait les chèques dans la machine et ça sortait. L'idée fondamentale derrière les réseaux de neurones et l'algorithme du gradient, c'est que vous avez votre machine qui a un modèle statistique en son sein. Vous alimentez, en l'occurrence, il s'agit d'images avec des numéros à la main. Donc vous l'alimenter avec des millions et des millions d'images. Vous lui donnez un œuf. Est-ce qu'elle est capable de reconnaître que c'est un œuf? Si oui, très bien. Sinon, vous savez que vous devez modifier très légèrement son fonctionnement. Et du coup, vous avez une boucle comme ça où la machine s'auto-évalue et regarde si elle est capable si elle est capable de deviner ce chiffre manuscrit, quel chiffre c'est en réalité. Quand elle l'est pas, elle modifie son fonctionnement de manière petit à petit à apprendre à le devenir. Et donc, c'est une machine statistique comme ça qui enregistre petit à petit les probabilités d'après laquelle cette image serait un 9, cette image serait un 6. Et évidemment, vous le généralisez ensuite, cette image serait un chat, cette image serait une souris. Donc, vous avez cette innovation-là qui arrive à la fin des années 90. Donc c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds. On peut discuter de pourquoi profond, pourquoi réseau de neurones, mais tout ça est de l'analogie. Il faut bien voir que c'est des milieux euh, qui sont en pleine bataille de communication permanente et qui se sont construits beaucoup de crédibilité sur l'idée d'après laquelle ils sont en train de simuler les fonctions du cerveau humain. En réalité, ce qu'on appelle des neurones artificiels dans ce domaine sont simplement des petites fonctions mathématiques par lesquelles on fait la transformation que j'ai décrite ici. Donc, il s'agit de machines statistiques, de machines qui, à chaque instant, choisissent le choix le plus probable, étant donné la masse de données qu'elles ont vues auparavant. Une bonne manière, un bon exemple, je trouve, pour comprendre ça, c'est les données météo, en réalité, où vous alimentez votre machine avec 15 ans de données météo, et si grâce à ces 15 ans de données météo, à terme, elle réussit à prédire le temps qu'il fera demain, ça veut dire que vous aurez stocké quelque chose de plus que 15 ans de données météo. Vous aurez stocké le fonctionnement statistique du climat. Donc, il s'agit bien de stockage de l'information, mais il s'agit de stocker une information de type un peu nouveau. Euh, L'information elle-même est de type un peu nouveau. Par contre, il faut bien garder en tête que ça fait très longtemps que nous, les humains, on stocke de l'information. Évidemment, la manière la plus basique de stocker de l'information, c'est ce qu'on est en train de faire là, de transmettre, de stocker et de construire de l'information. C'est de se parler. Puis il y a quelqu'un qui, en parlant, je dis des choses plus ou moins vraies, je dis peut-être des bêtises, mais il y a quelqu'un qui entend, qui retient de manière plus ou moins précise. Et puis, quand on lui demande qu'est-ce qu'il a dit le gars hier, la personne, elle est capable de décrire ce qu'elle a entendu hier de manière plus ou moins précise. Elle a stocké de l'information et puis on y a accédé. Puis ensuite, on a eu la rupestre, on a eu les tablettes de cire des Romains, on a eu le livre imprimé. Bon, toute notre vie, toute l'histoire de l'humanité, ça a été stocké de l'information. Et à chaque fois, je donnais tout à l'heure l'exemple de Phèdre, du bouquin de Platon, enfin du dialogue de Platon. À chaque fois, on a été très surpris parce qu'on ne savait pas que ce type d'information pouvait être stocké. Alors ça a été le cas évidemment à l'arrivée de la photo. Les gens ont été ébahis de voir qu'on pouvait stocker une scène avec la colorimétrie qui change et une scène visuelle. Ça a été le cas avec le film. Les premiers gens qui ont vu des films ont été ébahis. Ça a été le cas avec le livre. On n'a pas de témoignage des premières personnes qui ont vu de l'art rupestre sur les murs d'une grotte, mais on peut sans doute penser qu'ils ont été ébahis, et ça a été le cas avec l'écriture, et c'est le cas aujourd'hui avec l'IA, parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait stocker les régularités statistiques présentes dans les données. Là, on le voit fonctionner, ça a l'air magique, mais parce qu'on est les premiers de l'histoire de l'humanité à voir ça fonctionner, et puis sans doute que dans quelques décennies, ça sera banal pour nos petits-enfants ou pour nos arrière-petits-enfants. Machine statistique, moi, je pense, mon opinion, peut-être il faut en discuter, peut-être que c'est pas partagé, mais mon opinion, c'est que la révolution n'est pas encore là. Parce que moi, quand j'ai commencé ma thèse, par exemple, donc c'était en 2019, ChatGPT n'était pas encore arrivé, et en fait, on parlait pas du tout de ça dans le débat public. C'était pas du tout présent, le fait qu'il y avait des machines statistiques qui étaient capables de changer leur comportement en fonction des données qu'elles recevaient. Ce qui a tout changé, en réalité, c'est pas GPT, c'est Chat. C'est le fait que vous fournissez une interface de chat aux gens. Alors, avant de dire ça, il faudrait que peut-être que je précise,
la technologie sur laquelle reposent des logiciels comme ChatGPT. Il s'agit de logiciels statistiques, oui, mais fonctionnant sur le langage. On les appelle des grands modèles de langage. En réalité, derrière, il ne s'agit pas de dire il y a tant de pourcents de chances que telle image soit un 8 ou il y a tel pourcent de chances que telle image soit un chat ou une souris. Il s'agit de générer, donc générative pré-trained, c'est ça que ça veut dire GPT. Donc c'est de l'IA générative, donc on génère des mots. Et la manière dont ça fonctionne, si vous voulez, c'est que vous alimentez ces logiciels avec du texte et ils vont essayer de deviner quel est le mot suivant. Statistiquement, quelle est la plus forte probabilité pour le mot suivant. Donc vous avez un exemple, par exemple, où trouve-t-on les bancs de poissons? Les bandes de poissons, et ben après, c'est des probabilités, se trouvent dans les milieux aquatiques. Donc à chaque fois, le logiciel tire un mot dans le dictionnaire et prend le plus probable en fonction des données auxquelles il a été confronté. Et il a été confronté, a priori, à des encyclopédies, à des gens qui ont écrit des traités sur les bancs de poissons. Et alors, la manière dont il va fonctionner, c'est qu'il va apprendre les régularités statistiques, enregistrer, stocker les régularités statistiques, des liens entre les mots. Banc de poissons, le mot qui donne du sens au mot banc, c'est le mot poisson. Si vous écrivez banc public, par exemple, les bancs publics ne se trouvent pas dans les milieux aquatiques, mais plutôt dans les parcs. Donc l'idée fondamentale, ça va être que vous avez entraîné ces logiciels sur la manière dont nous, les humains, on a sauvegardé l'essentiel de notre patrimoine intellectuel, c'est-à-dire sous la forme de textes écrits. Donc, il y a évidemment beaucoup de choses qu'on n'a pas écrites, hein, mais y compris ce qu'on n'a pas écrit, en général, on l'a décrit. Les tableaux, on les a décrits. Les films, on les a décrits. Donc, le texte, c'est un petit peu une interface universelle vers l'intelligence humaine, parce qu'à chaque fois qu'on a fait quelque chose qu'on estimait important ou intéressant, on l'a écrit. Et donc, l'idée, c'est que vous avez ces logiciels qui ont été alimentés avec tout le texte trouvé sur Internet, et c'est beaucoup de textes, qui ont ensuite été euh, euh, encore alimentés par des données synthétiques produites par les salariés des entreprises en question, de ChatGPT ou de Facebook, etc. Et ensuite, avec lesquels vous interagissez au travers d'une interface de chat. Et là, vous avez une vraie révolution parce que jusqu'à présent, pour interagir avec un ordinateur, il fallait être expert en informatique. Il fallait savoir programmer, par exemple. Une manière d'interagir avec un ordinateur, c'est la programmation. Ou alors, il fallait connaître le logiciel et savoir où sont les boutons. Tout à l'heure, il y a une camarade qui disait, ah ben moi, je sais pas, je sais pas si ça marche. Bon, l'interface, je suis pas habitué. Mais en fait, la grande nouveauté de ChatGPT, c'est ça, c'est que l'interface, vous y êtes habitué parce que le texte, vous connaissez. Et du coup, interagir au travers de texte avec une machine, tout devient miraculeusement plus simple et vous faites des ordinateurs tout à coup une interface aussi universelle que le livre. Donc c'est ça qu'on appelle aujourd'hui une IA. C'est un sens à la fois trop restrictif et trop large. Mais quand vous entendez quelqu'un dire ah ben moi mon IA elle m'a dit ceci, en fait ce qu'elle veut dire c'est que le logiciel avec lequel elle interagit au travers d'une interface de chat a produit tel ou tel texte. Et quand on dit ah la révolution IA, les médias disent la révolution IA, il me semble que je dis pas de bêtises si je dis qu'en fait ce qu'ils veulent dire c'est la révolution ChatGPT et la révolution d'avoir une interface de chat qui permet d'interagir avec un logiciel générant du texte. D'accord. Et alors, du coup, on entend ce que tu dis sur, tu décris assez précisément ce que c'est que l'IA générative et l'avancée qu'a constitué la dimension de chatbot, le fait qu'on puisse interagir avec. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il existe dans notre quotidien d'autres, parce qu'on voit bien que dans le quotidien des gens, le chatbot a pris de la place aussi bien dans la vie quotidienne, pour faire pour rédiger un certain nombre de textes, que sais-je. Bon, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'outils qui s'apparentent à de l'intelligence artificielle et qui sont utilisés dans notre quotidien? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les algorithmes de recommandation, c'est de l'intelligence artificielle? Bon, voilà. Et puis après, j'aurais envie d'ouvrir une fenêtre sur un sujet qui est quand même, enfin, qui est moi une interrogation, qui est que de ce que tu as prononcé à plusieurs reprises le mot de statistique.
et que donc ces modèles interagissent, enfin manient l'information et génèrent stock et nous adressent cette information à partir d'une lecture statistique de ces informations, alors que jusqu'à présent, nous, on était plutôt habitués à avoir une lecture, on pourrait dire, déterministe, c'est-à-dire, il se passe quelque chose, j'appuie sur le bouton découverte de l'Amérique, j'ai un résultat, un lien logique qui n'est pas un lien probabiliste, mais qui est un lien en dur, si je puis dire, qui est que à cet événement correspond une date. Et donc, est-ce que ça, donc c'est la deuxième question, c'est est-ce que c'est pas une des limites quand même justement de cette architecture? Ta première question, pardon, Première c'était? question, est-ce qu'il y Oui, a qu'est-ce qu'il y a de lien? est-ce qu'il y a d'autres objets qui interagissent, qu'on utilise au quotidien et dont on peut dire oui, ça c'est de l'intelligence artificielle et qui ne sont pas les chatbots dont que tu viens d'évoquer. Alors oui, beaucoup, mais aucun qui ait un impact aussi évident sur la manière dont on réfléchit. Alors, tu as mentionné rapidement les algorithmes de recommandation. C'est comme ça que ça marche, effectivement, sur les réseaux sociaux. Donc, les algorithmes enfin, le logiciel qui décide ce que vous allez voir sur votre fil Facebook ou sur votre fil Twitter ou sur votre Google quand vous tapez une recherche, bon, ou sur même Google Traduction. Tout ça est aidé par des méthodes statistiques. C'est-à-dire que ou même Amazon, les places de marché comme ça, c'est des logiciels qui ont bien compris, leurs concepteurs ont bien compris qu'il faut vous plaire pour que vous restiez dessus, et vous êtes la marchandise dans ces logiciels. C'est-à-dire que leur modèle économique, c'est de vendre de la publicité. Et donc, ils ont besoin de garantir aux gens qui achètent de la publicité que vous la verrez, la publicité. Donc, ils veulent vous garder sur leur réseau. Donc, ils veulent que vous soyez content avec ce que vous allez voir. Et donc, ils ont des algorithmes d'IA comme ça qui essaient de maximiser statistiquement la joie ou l'excitation ou l'intérêt ou la colère d'ailleurs. Il y a eu des études montrant que Facebook exploitait la colère des utilisateurs pour les faire rester. Enfin bon, essayant de susciter au maximum ces sentiments-là et de les susciter statistiquement. Après, vous en avez d'autres, hein, Est-ce que Waze ou Google Maps, c'est de l'intelligence artificielle? je, ne- je ne sais pas, mais a priori non. A priori non, parce que donc vous avez des. Pourquoi je dis a priori non? Parce que j'avais observé sur Waze, c'est pour ça que je dis pas sur Google Maps. Waze ou Google Maps, basiquement, c'est juste une carte avec des chemins et suivant la limitation de vitesse, en fait, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour savoir combien on prend de temps en théorie sur un trajet routier. C'est prévisible un trajet routier, il n'y a pas besoin de statistiques. Donc l'intelligence artificielle et ces méthodes statistiques sont utiles là où il y a de l'incertitude et là où vous n'arrivez pas à régler les problèmes par d'autres méthodes que statistiques. Il est évident que les méthodes statistiques sont moins satisfaisantes que les méthodes qui vous donnent une réponse non statistique, mais enfin il y a des situations, il y a des problèmes pour lesquels les méthodes statistiques sont les seules qui existent. Je dis a priori non parce que je m'étais rendu compte que Waze, en fait, il calculait le temps de retard quand il y avait quand il y avait un bouchon, c'était simplement la durée du bouchon, quoi, qui donnait son temps de retard. Simplement, il ajoutait par kilomètre de bouchon, ça faisait temps de retard, quoi. Et donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de calculs, ça pourrait, hein, mais aujourd'hui, en tout cas, ou en tout cas, c'est il y a 6 mois que je m'étais rendu compte de ça. A priori, je dirais que non. Je dirais que c'est pas de l'IA qui tourne derrière, parce qu'ils n'ont pas besoin, et parce qu'une route, en fait, c'est un problème beaucoup plus simple que la plupart des problèmes qu'on pose quand on interagit avec un LLM ou même des problèmes de reconnaissance d'image. C'est-à-dire que vous avez une route, vous avez des voitures dessus, il y a une telle limitation de vitesse. Des fois, la limitation de vitesse est pas respectée soit dans un sens, soit dans un autre. Il peut y avoir un bouchon, il peut y avoir, etc. Donc c'est un calcul quand même assez simple qui requiert pas de méthode statistique très compliquée. Mais par contre, vous avez de la reconnaissance d'image. Typiquement je parlais tout à l'heure des banques, mais enfin c'est pas rien quand même. Vous avez de la reconnaissance d'image pour tout le débat public qui commence à arriver sur la vidéosurveillance. Vous avez Médecine. des administrations pardon, qui commencent à mettre du profiling d'allocataires, par exemple, des caisses d'allocation.
pour identifier qui est susceptible de frauder. Alors, ils appellent ça de la fraude. C'est évidemment un mot qu'il faut combattre, mais ils appellent ça de la fraude sociale. Et évidemment, ils oublient que l'essentiel de la fraude aujourd'hui est fiscale dans notre pays. Et ils oublient aussi que les outils qu'ils sont en train de mettre en place pour profiler, comme ils disent, des pauvres gens qui galèrent et qui travaillent dur, peut-être qu'un jour, on pourra les utiliser pour profiler des gens très riches, qui travaillent pas très dur et qui, eux, nous prennent beaucoup. Enfin, vous avez tous ces usages-là, c'est-à-dire que vous avez des logiciels automatiques d'usage généraliste. Donc, a priori, dès que vous avez un projet social, politique ou économique, vous pouvez les mettre à profit pour le mettre en œuvre. Donc, il y a vraiment plein de cas où on utilise ce Bah, qu'on appelle... dans un des Ouais. articles que tu as écrit, tu as un exemple que tu donnes, mais qui dit bien les choses, je trouve. C'est que l'une des difficultés, c'est l'usage. En fait, c'est que par l'usage, c'est que à la fois les progrès qu'on fait dans la vidéosurveillance et les algorithmes qui permettent d'analyser le comportement ou de faire de la reconnaissance de visage et d'analyser les comportements, etc. C'est les progrès qu'on réalise là-dedans, c'est aussi les mêmes que les progrès qu'on réalise pour détecter précocement et avant qu'un opérateur de radio ou de scanner puisse le faire, une tumeur cancéreuse dans l'imagerie médicale. Et que donc, en fait, la réalité, c'est que c'est les usages qui là, en réalité, sont discriminants sur le regard qu'on peut porter dessus, quoi. Ah, mais c'est clair, y compris, je pense que c'est super important sur ce sujet-là. Je m'arrête une seconde, j'avais pas forcément, enfin, je savais pas trop qu'on allait l'aborder, mais je pense que c'est vraiment hyper important de se poser la question du faire, de l'intention de celui qui fait et de ce qu'on veut en faire. Le petit bouquin sur l'IA, on l'a appelé Que faire de l'intelligence artificielle, parce que il y a quand même un propos. Moi, j'ai grandi dans un monde, et puis les gens qui ont mon âge aussi, euh, dont la promesse politique était l'impuissance. Je me souviens, c'est amusant rétrospectivement, qu'il y avait des graphiques qui sortaient à la télé qui disaient dans 130 ans, à ce rythme, on aura atteint l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale femmes-hommes. Donc si on attend, si on est patient et qu'on fait rien, hein, on fait rien du tout, bah, petit à petit, le monde s'améliore comme ça, va vers le mieux. Et pareil pour l'élimination de la pauvreté. Il y avait des statistiques comme ça. La démocratie, pareil. Et du coup, c'était un monde fonctionnant tout seul et où il n'y a personne qui le fait fonctionner et où on se dit, bon, ben, le système technique, le système économique, le système politique, il roule, il va vers le pire ou il va vers le mieux, mais vous n'y êtes pour rien. Occupez-vous de votre pavillon, occupez-vous des 100 mètres carrés sur lesquels vous avez des droits et sur le reste, vous n'avez aucun droit. C'est super important sur ces sujets-là de comprendre que, et sur l'IA comme sur le reste, de comprendre que vraiment, c'est ce qu'on en fait qui change tout. C'est effectivement exactement les mêmes algorithmes qui permettent d'identifier des cancers que de traquer des migrants. Et c'est même exactement les mêmes algorithmes qui permettent de faire du profiling sur ce qu'ils appellent la fraude sociale ou du profiling sur la fraude fiscale. Donc il faut vraiment, sur ces sujets-là, je crois, qu'on se demande ce qu'on veut en faire, plus que se demander comment s'adapter. Parce que c'est ça le mantra du néolibéralisme. C'est adaptez-vous, vous n'y pouvez rien. Votre seule question, c'est quel sera votre niveau d'adéquation à la norme. Est-ce que vous allez obéir beaucoup ou est-ce que vous allez désobéir et faire complètement autre chose et aller dans le Larzac, mais vous ne pouvez pas changer la norme. Il est hors de question que vous changiez la norme. Je pense que sur l'IA, on le voit bien parce qu'en plus, il y a plein de capitalistes qui sont très déstabilisés par l'arrivée de ces technologies. Ils disent un truc un jour, le lendemain ils disent autre chose parce que ça arrive et que tout est imprévisible et c'est la vie du grand nombre qui est imprévisible. Du coup, les gens ont sous les yeux le fait qu'en réalité, il y a moyen de changer les choses. Et je pense que c'est le moment où il faut qu'on me dise, qu'on pose en grand la question, bon, on a ces technologies dans les mains, que veut-on en faire? Qui veut-on combattre avec ces technologies? Qui veut-on protéger? Qu'est-ce qu'on veut construire? Qu'est-ce qu'on veut détruire? Toutes ces questions-là, c'est le moment de les poser, parce qu'on est quand même encore dans un moment où Elon Musk, Mark Zuckerberg, tous ces gens-là sont dans la Lune, disent des trucs complètement exaltés, complètement absurdes, que personne ne peut prendre au sérieux, et où du coup, les oreilles sont quand même grandes ouvertes pour des propositions crédibles de construction sociale utilisant le système technique tel qu'il est. Donc je pense que c'est un moment où effectivement on a besoin d'avancer là-dessus. Maintenant, je vais sur ta question sur les statistiques. Tu disais, est-ce que bon, est-ce que c'est pas insatisfaisant? Est-ce que c'est pas une limite? Ben, je sais pas. Moi, je crois pas, parce que euh, peut-être tu as prévu d'en parler un peu plus tard ou quoi. Mais tu vois, par exemple, on parle beaucoup de la question des fake news.
sur l'IA, c'est une inquiétude qui revient beaucoup, quoi. Les journalistes, ils disent, ah, mais le problème, c'est que l'IA, ça, bon, ça présente des risques de fake news et tout ça. Et alors, on comprend logiquement pourquoi. Je veux dire, leur raisonnement, on peut l'entendre. Ah, il y a de la génération automatique de texte, et du coup, bah, le texte, c'est de l'information, et du coup, on peut générer du faux texte facilement. Donc, d'un point de vue logique, on peut comprendre ce qu'ils disent. Mais si on se pose la question en vrai, les grandes opérations de désinformation de masse auxquelles on a assisté dans nos vies, lesquelles ont été produites par l'IA et lesquelles ont été produites par des mécanismes parfaitement autorisés de type un ministre ment, une rédaction de presse ment, des fausses images sont diffusées par un, j'ai encore en tête l'image de Colin Powell, vous savez, à l'ONU là, qui dit bon, armes de destruction massive en Irak, bon, les charniers de Ceausescu, les grandes opérations de la France insoumise serait antisémite, les grandes informations de désinformation de masse, les grandes opérations de désinformation de masse, en réalité, reposent pas sur des méthodes statistiques, c'est pas vrai. Ça repose même sur l'inverse, sur la promesse d'après laquelle, regardez, j'ai une certitude absolue, j'ai mes services de renseignement, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un ministre, j'ai mes services, j'ai un journaliste qui jure sur la Bible et qui machin. Donc, moi, je pense que le fait de disposer d'outils de stockage de l'information statistique, c'est aussi faire un petit peu de place à l'incertitude dans le débat public, à l'incertitude dans le rapport à l'information, et qui a quand même été vachement maltraité. Et je crois que demain, si les gens les gens s'en rendent compte, parce que maintenant, ça fait 3 ans que ChatGPT est là, c'est-à-dire que toutes et tous celles et ceux qui utilisent l'IA ont déjà fait l'expérience de poser une question, d'avoir une réponse qui est complètement fausse parce que c'est une machine statistique et du coup, si elle a raison 90% du temps, bah, elle a tort 10% du... Bon, vous voyez, c'est une machine statistique. On a tous fait l'expérience de récupérer une information fausse, de la dire, de se ridiculiser en la disant. Vous avez eu récemment le gouvernement australien là, qui voulait faire une réforme du droit du travail et le cabinet, alors c'était pas McKinsey, c'était un concurrent de McKinsey, le cabinet à qui ils ont demandé de faire le plan de réforme, à utiliser le gars quoi, qui devait le faire, le consultant qui devait le faire, a utilisé l'IA et a mis plein de chiffres aberrants dans le rapport. Bon, bah, le gars s'est ridiculisé, il a dû démissionner, et il me semble même que le ministre du Travail australien a dû démissionner à cause de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on est quand même, l'IA, elle crée quand même un rapport de méfiance à l'information, qui pour le coup me semble sain, de méfiance critique à l'information. J'ai pas vu pour le moment de millions de gens qui, comme autour d'un ministère de l'information type ORTF, se mettent autour de l'IA et disent c'est de l'IA donc c'est vrai. Je comprends la logique de cette inquiétude, mais il me semble pas que c'est ce à quoi on assiste, et il me semble que les grandes opérations de désinformation, c'est sur des médias et sur des technologies bien différentes de l'IA, c'est-à-dire des technologies de, dites un peu autorisées, parce qu'en fait, pour faire croire à un mensonge, il faut un menteur. Il faut quelqu'un en qui les gens croient, qui s'avance et qui dit moi, Colin Powell ou moi, je sais pas qui, je vous garantis que c'est vrai. Et bon, bah, les gens qui font confiance à ce gars-là croient le mensonge. Mais c'est comme ça que se passent les fake news. Le fait qu'on fasse un peu de place à l'incertitude dans l'information et à la statistique, au fait que des fois on se trompe, etc. Pour le coup, je trouve ça plutôt sain pour l'hygiène du débat public. Mm. Mais moi, si je voulais prolonger à partir moi de mon expérience de de militant du libre, de l'information libre, de l'open source, etc. Et en particulier, par exemple, de Wikipédia, qui est quand même d'ailleurs une source, hein, puisque j'imagine que ça a largement servi à entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Mais quand Wikipédia est apparu, je me souviens que beaucoup y compris des camarades d'ailleurs, me disaient, remettaient en cause Wikipédia et la fiabilité de l'information qu'on y stocke parce que chacun pouvait écrire dedans, etc., et que c'était posé comme une limite. Et en réalité, il se trouve qu'aujourd'hui, Wikipédia est devenu une autorité assez incontournable et assez qui dépasse le fait que, d'ailleurs, l'autorité des encyclopédies plus traditionnelles, qui, elles, bah, donnaient la parole à des experts limités, triés sur le volet, avec une expertise, avec comment dire, un regard particulier. Wikipédia aujourd'hui a pris un peu le dessus, mais parce que Wikipédia, c'est une boîte complètement transparente.
où on sait où les informations sont sourcées, on sait qui a modifié, quand, combien il y a eu de versions de cette page. On a un accès clair et lisible à l'information et donc on lui fait confiance par définition. J'ai envie de dire avec l'IA, l'une des difficultés, c'est quand même que à la fois quelle est l'information qui a entraîné le modèle? Comment le modèle est pondéré? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec l'information? On dit, d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, il paraît que même les concepteurs des modèles d'IA générative ne savent pas forcément exactement ce que fait le modèle pour produire un résultat. Et donc ça, c'est quand même cet aspect boîte noire, surtout comme tu viens de le dire, c'est une boîte noire qui est entre les mains de gens qui, pour beaucoup, font allégeance à Trump. C'est quand même une question légitime qu'on a en droit de se poser quand on est communiste. Alors oui, c'est intéressant sur ce que tu viens de dire, enfin, tout ce que tu as dit est intéressant. Sur Wikipédia, moi je pense que c'est vraiment, j'avais eu le débat avec le camarade Patrice Leclerc, je sais pas s'il est là ce soir, on intervenait tous les deux dans un forum du libre, enfin organisé, bon, c'était vachement bien, et on avait le débat sur est-ce que ChatGPT va remplacer Wikipédia. Moi je crois pas, parce que précisément, le fait que quelqu'un soit comptable de l'information, que machin truc, même si c'est un pseudo, on s'en fout, parce qu'en fait il tient à ton pseudo quand tu as une crédibilité en ligne sur un site comme Wikipédia. Bah, un tel dit que c'est vrai et il renvoie à cette source et tu peux vérifier que c'est ça qui fait la confiance et qui fait le fait que tu crois ce qu'on te dit, etc. C'est aussi ça qui fait qu'on croit beaucoup plus facilement Le Monde, par exemple, que Télé 7 jours. C'est qu'en fait, on a un rapport à la confiance dans l'information qui peut être vachement biaisé et qui peut être vachement erroné et qui nous rend manipulables, mais c'est comme ça que se construit la confiance. Donc là-dessus, je pense que c'est super important sur ce que tu dis sur Wikipédia et sur les encyclopédies en général. L'encyclopédie, c'est parce que c'est Diderot qu'elle est crédible. Sinon, c'est juste du papier. Non mais, tu vois. Maintenant, sur comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., etc. Il y a des papiers super intéressants. Alors, celles et ceux que ça intéresse peuvent aller voir. Notamment, la boîte Anthropique fait beaucoup ça. Alors, ChatGPT, ils ont un développement complètement fermé, donc c'est particulier. Anthropique, c'est ceux qui sortent l'IA Claude. Peut-être vous avez entendu parler, c'est des concurrents de ChatGPT. Bon. Et en fait, eux, ils payent. Il y a tellement de fric, de toute façon, dans ces milieux qu'ils ont les moyens de le faire. Mais ils ont un département de sciences humaines qui étudie le comportement de leur propre modèle et du coup qui crée de la science et qui crée de la connaissance sur la manière, ils appellent ça de la neurobiologie d'IA. Enfin, vous voyez, ils étudient le cerveau de l'IA. Bon, c'est tout ça, c'est des mots un peu pour faire pub, mais c'est pas mal. Il y a plusieurs papiers. Il y en a un, par exemple, qui montre que pour écrire de la poésie, ils se sont rendus compte que leur IA, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle commençait par écrire le mot qui porte le verbe, au lieu d'écrire linéairement. Normalement, les IA, elles écrivent linéairement, un mot après l'autre, on tire le mot. Là, elle commence par écrire le mot après le verbe, le mot qui porte la rime, pardon, Brahim. et elle écrit le poème à partir du mot qui porte la rime. Donc elle écrit à l'envers dans l'autre sens et après elle remet à l'endroit. Donc ils se sont rendus compte de petits comportements comme ça où ben, statistiquement la machine a découvert le fait, par itération statistique, que ça permet d'obtenir de la poésie plus satisfaisante de cette manière-là. Bon, donc tu as ce genre d'exemple effectivement où c'est pas du tout prévu par les ingénieurs, c'est une propriété émergente et où ça arrive. Là, sur ce que tu dis, sur le niveau de contrôle. Il y a plusieurs débats politiques qu'il faut avoir. Vous en souvenez peut-être, on le traite dans le bouquin, il y a un chapitre là-dessus. Il y avait le débat à un moment, juste après la sortie de ChatGPT, des biais discriminatoires, sexistes, racistes, politiques, quoi, des IA. Donc vous aviez en particulier, vous aviez une équipe de recherche qui avait montré que quand je crois que c'était sur l'IA de Facebook, si je dis pas de bêtises, donc sur Llama. Mais bon, ça marche pour toutes à l'époque parce que c'était ça les technologies qui étaient en circulation. À la question comment doit se comporter une femme, les réponses étaient extrêmement réactionnaires. Et donc, y compris, il y avait des questions un peu analogues sur l'homosexualité, des questions un peu analogues sur les différences nationales. Mais bon, la réponse était extrêmement réactionnaire. Parce qu'en fait, à ce moment-là, les grands modèles de langage, la manière dont ils étaient entraînés, c'est-à-dire la manière dont ils consommaient la donnée statistique, c'est que vous leur donniez les textes, tous les textes que vous trouviez sur Internet, et les phrases, vous enleviez des mots. Et le logiciel, il apprenait à devenir meilleur en redevinant les mots que vous aviez enlevés. Donc ça, c'était pas mal pour les grandes boîtes qui faisaient ça, parce que ça permettait de faire la chose très automatiquement et de faire acquérir au logiciel les structures du langage
sans avoir besoin d'y consacrer beaucoup d'huile de coude. Et du coup, ils s'étaient rendus compte, donc eux là, ils avaient fait cette étude-là, ils avaient montré que les réponses étaient très réactionnaires. Comment une femme doit se comporter, ben, elle doit faire la cuisine, elle doit être jolie, elle doit machin. Et ils avaient dit, ben, c'est parce qu'en fait, Internet est sexiste. Donc, vu que c'est entraîné en imitant Internet, bon, ben, c'est sexiste comme Internet. Et en fait, vous aviez une autre étude qui avait montré, mais c'est pas qu'Internet est sexiste, c'est que les phrases qui sur Internet commencent par une femme doit se comporter de telle manière sont toutes des phrases sexistes, et donc elles finissent toutes de manière sexiste. Du coup, la logique statistique du robot, bon, emmagasiné quoi, ce caractère sexiste. Donc ça, c'était l'état de l'art en 2023. Donc il y a eu un scandale. Zuckerberg, Facebook a dû dire non, ce ne sont pas nos valeurs et tout ça machin. Vous avez eu aussi à peu près un peu avant l'histoire de l'IA de Microsoft, vous vous souvenez peut-être. C'est une IA qui transformait son comportement au fur et à mesure qu'elle interagissait avec les utilisateurs. Des gens d'extrême droite, des vrais nazis quoi, se sont mis à interagir avec le logiciel. Qui du coup est devenu nazi assez rapidement, et il disait mort aux juifs et tout, enfin vraiment nazi quoi. Et du coup, Microsoft, catastrophé, a dû débrancher son truc en disant bien sûr, ce ne sont pas nos valeurs. Enfin, ouais, bon. Donc ils ont eu plusieurs scandales comme ça, ce qui fait qu'ils ont transformé leur technologie. Et donc vous avez cette étape que j'ai décrite, qui est vous lui faites avaler tout ce qu'il trouve sur le web. Maintenant, on appelle ça le pré-training, l'avant-entraînement, mettons, le pré-entraînement, parce que maintenant il y a une phase après. À l'époque, c'était ça l'entraînement, mais maintenant c'est le pré-training. Et donc la phase après, vous avez peut-être entendu parler de ces grandes usines à données qui existent dans des pays comme le Sénégal, dans des pays où les salaires sont très faibles. Donc vous avez des grandes usines à données, vous avez aussi des systèmes de travail. Il y a eu un numéro spécial de Fakir cet été là-dessus, de type outsourcing, ubérisé, quoi, y compris dans les pays riches. Vous avez par exemple des étudiants précaires qui vont manipuler de la donnée pour des fractions de centimes, pour une fraction de centime la minute. Enfin bon, donc, leur idée avec ça. Et une fois qu'ils ont entraîné leur IA avec les données trouvées sur Internet, il s'agit de corriger les biais. Alors corriger les biais, ça veut toujours dire en rajouter d'autres, hein, parce que ça n'existe pas, le point de vue neutre dans l'humanité. Et donc, ChatGPT, OpenAI, Facebook, Apple, tous les grands noms, le Grok, le truc de Elon Musk, tous les grands noms. La deuxième phase, c'est tordre le modèle. DeepSeek, c'est les Chinois, là. Vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu un moment DeepSeek, un moment chinois de l'IA. Bon, vous en avez plein, hein, des boîtes. Mistral, c'est les Français. Et vous avez cette deuxième phase où il s'agit de tordre le modèle dans le sens voulu par ses concepteurs. Il faut garder en tête C'est ce qu'on appelle que l'alignement, c'est ça? c'est ce qu'on appelle l'alignement. Oui, enfin l'alignement c'est un petit peu plus, euh, c'est un petit peu plus précis quoi comme opération, mais oui, ça en fait partie quoi. Il s'agit de l'aligner dans le sens de ce qu'on veut, tout en gardant en tête que on a toujours un peu ce sentiment d'effroi et d'impuissance par rapport aux grandes multinationales où on se dit ah ben ils contrôlent tout, c'est impossible. Je sais pas si vous vous souvenez cet été, vous avez Elon Musk qui était pas content parce que les IA étaient woke et du coup qui a demandé à ce que sa propre IA soit pas woke et en particulier sur la question palestinienne, et en disant c'est insupportable que les IA défendent pas Israël, bon machin. Et du coup, il a demandé à ses ingénieurs de contrôler le logiciel d'IA qui met en circulation, qui s'appelle Grok, de manière à ce qu'ils défendent Netanyahou. Et vous avez eu le lendemain, c'était marrant, le logiciel en question qui disait on veut me faire taire, on veut m'empêcher de parler du conflit israélo-palestinien et du génocide en cours à Gaza, parce que vraisemblablement, il est évident que c'est pas une révolte des machines. Vraisemblablement, un des ingénieurs de Musk qui devait être en train de se faire virer ou être en conflit ou je sais pas quoi, a bidouillé le machin pour que ça dise l'inverse de ce que voulait lui faire dire Musk. Ce que je veux dire par là, c'est que la lutte existe toujours partout, que la lutte elle a existé dans les usines de dans les usines de Ford, pardon, et elle existait sous le Troisième Reich, et elle existe dans la Silicon Valley aujourd'hui. Ça n'existe pas un monde sans lutte. Mais par contre, vous avez une grosse bataille sur le contrôle des données initiales, effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous entendez parler d'IA open source distribuée par Facebook donc, et par toutes ces boîtes-là, mais tout est open source, c'est-à-dire tout est public sauf les données, et c'est quand même pas un point de détail. C'est-à-dire que vous ne savez pas sur quelles données elles sont entraînées. Et puis, le deuxième point, c'est que toute cette deuxième phase où on tord le modèle pour le faire aller dans un sens plutôt que dans un autre, là aussi, c'est complètement opaque. Et donc, on souhaiterait peut-être demain être capable d'avoir un système de ce type. Un peu comme dans le domaine des systèmes d'exploitation, il y avait Windows qui était complètement fermé et on a fait Linux. Dans le domaine des navigateurs web, il y avait Internet Explorer et on a fait Firefox. Mais peut-être que demain, face à ChatGPT, face à Grok, face à Llama, on pourrait avoir un vrai système libre, contrôlé par les utilisateurs, où on sait quelles données ont été utilisées
pour l'entraîner, où on sait quelles actions ont été appliquées sur le modèle pour le faire évoluer, et surtout où on est capable de le réappliquer soi-même et de construire son propre modèle et de le distribuer et de le faire évoluer dans une approche un petit peu plus coopérative qu'aujourd'hui, c'est sûr. C'est intéressant ça comme perspective, on en reviendra peut-être après, mais je voudrais venir sur un point, puisque tu as parlé des travailleurs de l'IA, que tu as évoqué aussi d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas souvent, on parle souvent de la machine toute seule, mais la machine elle est aussi entraînée, et il y a des soutiers de l'IA, et des petites mains qui travaillent aux quatre coins du monde, souvent dans des pays payés très très mal, à la tâche, etc. Bon, donc ça c'est une réalité qui pèse sur le travail. Et puis il y a l'IA, elle pèse aussi. On voit bien que, alors, il y a des chiffres très très variables qui circulent, mais on devine quand même que elle pourrait, par les gains de productivité qu'elle pourrait permettre, être aussi un moyen de supprimer du travail vivant et donc produire massivement du chômage encore plus. Et peut-être là, de manière assez nouvelle, toucher des gens qui jusqu'à présent ne l'étaient pas ou étaient plutôt épargnés par le système, des cadres, des techniciens, des professions intellectuelles qui sont là, semble-t-il, dans le viseur. Il y en a qui parlent de millions d'emplois qui sont potentiellement menacés. On voit qu'il y a des professions, par exemple, où c'est quand même un vrai sujet. Bon, il y a tout le domaine artistique, où il y a plein de questions qui se posent. Peut-être qu'on y viendra. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions, hein, dans le chat, si vous en avez, domaine artistique. Mais il y a des professions comme les traducteurs, où on voit bien qu'il y a des menaces immédiates et qui sont déjà voilà, en cours. Donc, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que c'est des menaces réelles? Est-ce qu'on est en train de sortir de la logique, parce que jusqu'à présent, le système nous vendait tout le temps la logique schumpeterienne, c'est-à-dire on détruit, mais à côté, on va créer. Est-ce que ça marche encore, ça? Euh, alors en fait, ça fait longtemps que ça décrit pas très bien la trajectoire du capitalisme contemporain. Il y a une formule, peut-être tu la connais parce que tu es un geek. C'est donc Solow, c'est un prix Nobel d'économie, qui disait on voit les ordinateurs, c'est à la fin des années 80, on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Il observait le fait que, étrangement, c'est un mystère, on appelle ça le paradoxe de Solow, donc c'est pour dire le caractère mystérieux de l'affaire, et que, étrangement, en pleine révolution numérique, et où du coup on arrivait à automatiser des choses qu'il était inenvisageable d'automatiser avant et tout ça, bah, les gains de productivité reculaient en Occident et ils continuent de reculer là. Enfin, il n'y a pas eu de voilà, pas été donc les gains de productivité reculent. Là, j'ai prévu. Attends, je vais l'attraper. Au début, je voulais faire un partage d'écran. Puis je me suis dit que c'était encore plus authentique de faire comme ça. J'aime bien montrer ça. C'est un peu provocateur. Hein. Mais donc, c'est la consommation énergétique en bleu là. Alors, je sais pas si vous voyez. En bleu, vous avez la consommation énergétique du cerveau humain et en rouge, la consommation énergétique de ChatGPT 4. Donc là, aujourd'hui, on est au 5, donc ça doit être 10 fois plus. Mais bon, déjà, vous avez, bon, j'ai pas compté, mais vous avez un facteur 10 peut-être fois 10 ici entre le cerveau humain et ChatGPT. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, l'énergie que consomme ChatGPT et l'énergie que consomme un être humain n'est pas exactement la même, puisqu'un être humain n'est pas branché à la prise. Un être humain acquiert son énergie en mangeant, en faisant plein de trucs. Mais bon, à la fin, c'est quand même une approximation du coût de ces systèmes. Le coût du cerveau humain contre le coût de ChatGPT. Ce que nous apprend ceci, c'est qu'un humain sans aucun droit du travail, évidemment, un humain qui n'a aucun droit, ça ne consomme rien. Ça consomme 3 mètres carrés au sol pour dormir, un bol de riz, 2 litres d'eau par jour, et puis un endroit où faire ses besoins, et puis voilà. Donc là, vous avez le coût d'un être humain, ce que le camarade Marx a appelé le coût de la reproduction de la force de travail. Bon, ChatGPT, à côté, c'est une dépense énergétique. On parlera tout à l'heure, j'espère, de la portée écologique et environnementale de cette dépense énergétique, mais c'est une dépense énergétique spectaculaire. C'est extrêmement cher. Une réponse ChatGPT à générer cher en termes de coût environnemental, mais cher aussi en termes d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont fait que Sam Altman, donc le concepteur
de ChatGPT, enfin le concepteur, le patron de la boîte qui a conçu ChatGPT a eu plus de succès que les autres. C'est qu'en fait, il a réussi à lever plus d'argent que les autres. Et du coup, il a rendu possible quelque chose qui nécessitait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ce que ça veut dire ici, là où je veux en venir en disant ça, c'est que le capitalisme est un système qui déprécie le travail, est un système dont le fonctionnement de base, c'est de rendre le travail moins cher, et du coup, ça lui permet d'extraire une plus-value. Un exemple là-dessus, pour comprendre là où je veux en venir, sur la question de la destruction, on parle ça de l'éviction du travail vivant par l'IA. Pensons au secteur textile, par exemple. Le secteur textile, on nous a dit en Occident, bon ben, euh, on est en train d'automatiser les usines textiles, donc on va détruire plein d'emplois, on va fermer plein d'emplois textiles occidentaux, on a fermé plein d'usines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas du tout qu'on a automatisé des usines textiles, c'est qu'on les a déplacées dans des territoires où la production textile n'est pas du tout automatique. Vous avez juste vraiment des machines à coudre. Et où c'est ça l'automatisme. Dans les usines Decathlon au Bangladesh, vous avez des reportages, vous pouvez consulter, elles sont extrêmement peu automatisées. On parle à peine d'introduire des systèmes informatiques dans ces usines. Et du coup, ce qui s'est passé en pratique, c'est pas que le progrès technique a remplacé du travail humain. C'est qu'en même temps qu'il y avait du progrès technique, on a fait la contre-révolution néolibérale et en fait, on a déplacé du travail humain, on l'a mis à un autre endroit et on l'a même désautomatisé. C'est-à-dire que les usines textiles actuelles qui sont au Bangladesh sont moins automatisées que celles qui existaient avant en Occident. Euh, la raison fondamentale de tout ça, c'est qu'un enfant bangladais coûte moins cher qu'une machine. C'est ça la raison fondamentale. Voilà. Et donc, c'est tout à fait intéressant d'exploiter du travail quand on est un capitaliste. Alors, vous allez me dire, bon, t'es gentil, mais moi, j'en connais. J'ai tel copain dont le boulot est menacé parce que l'IA. Puis on entend parler, il y a des licenciements, il y a machin. Là-dessus, il faut avoir deux choses en tête qui me semblent extrêmement importantes. La première, c'est que le coût que je viens de décrire, le coût quand je disais là le rapport de 1 à 10 ou de 1 à 20, j'ai pas regardé dans le détail, euh, le coût de ChatGPT. En fait, on ne paye pas. ChatGPT, vous allez sur votre ordinateur, c'est gratos. Ou alors vous payez 20 balles, mais vous payez rien, quoi. Ou alors vous utilisez Mistral et c'est pareil. Pourquoi on ne le paye pas? Parce qu'il y a en ce moment une bulle spéculative qui fait pleuvoir les dollars sur ces technologies et qui permet aux entreprises qui les distribuent de ne pas faire payer les coûts aux utilisateurs. Les coûts sont payés par d'autres. Les coûts sont payés par les investisseurs aujourd'hui de ces technologies. Et évidemment, leur stratégie commerciale, c'est de capturer un parc suffisamment grand d'utilisateurs pour demain être capable de rentabiliser ces coûts-là, etc. Bon. Donc, première chose, les coûts sont invisibles, mais ils deviendront visibles à un moment. Ça n'existe pas une bulle spéculative qui gonfle éternellement. À un moment, ils deviendront visibles, et à ce moment-là, on aura toutes et tous collectivement une question, en tant que société, je veux dire, une question d'allocation des ressources. Il est parfaitement raisonnable de vouloir utiliser l'IA pour certaines tâches, mais utiliser l'IA pour toutes les tâches, c'est par contre complètement invraisemblable. Tout le travail que ça requiert, parce qu'à la fin, l'énergie, c'est quand même du travail, tout le travail que ça requiert, tous les coûts que ça requiert, aucune société n'a les moyens de le mettre sur la table pendant longtemps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, on a par exemple la question des fonctionnaires, et en particulier des fonctionnaires d'accueil, où aujourd'hui, on explique à des fonctionnaires, écoutez, il faut commencer à faire évoluer votre métier, puisque dans l'interaction avec les usagers du service public, on peut se passer de vous et on peut utiliser des logiciels d'IA. Vous avez des situations syndicales, je veux dire, aujourd'hui, concrètes comme ça. Mais en réalité, il faut quand même garder en tête que les mêmes qui disent aujourd'hui, on n'a pas besoin de fonctionnaires, parce qu'il y a l'IA, disaient avant, on n'a pas besoin de fonctionnaires parce que ça coûte trop cher, disaient avant, on n'a pas besoin de fonctionnaires parce que je sais pas quoi, c'est des gauchistes, disaient avant, on n'a pas besoin de fonctionnaires. En réalité, les politiques de destruction de la fonction publique précèdent l'arrivée de l'IA et utilisent l'IA comme un prétexte. Et c'est vrai de plein de domaines. Par exemple, euh, dans les domaines culturels, vous avez plein de politiques de suppression de suppression de moyens qui utilisent l'IA comme prétexte, mais l'IA n'est vraiment qu'un prétexte. C'était des politiques qui étaient décidées avant l'arrivée de ChatGPT. Donc c'est les deux aspects qu'il faut avoir en tête. D'une part, les coûts de l'IA sont aujourd'hui cachés et vont finir par devenir visibles, et d'autre part, en réalité, les gens qui gouvernent la France, les gens qui gouvernent les États-Unis, les gens qui gouvernent l'Allemagne veulent depuis longtemps détruire ces métiers et utilisent là maintenant l'IA parce que c'est ça le truc à la mode en ce moment, mais ils utiliseraient bien autre chose et ça irait tout aussi bien. Y compris sur ces sujets des gens remplaçables, quoi. Ça en dit évidemment long. Je réagis comme ça parce que j'avais vu là il y a
jour, c'était Goldman Sachs, je crois, qui disait oui, alors je sais plus le chiffre, je veux pas dire de bêtises, mais qui disait quelque chose du type 50% des emplois quoi, vont être détruits et 50% des gens vont se retrouver au chômage quoi, demain du fait de. C'est une folie évidemment. Euh, mais y compris, ça en dit long sur ce qu'ils pensent de l'apport des travailleurs au travail. En fait, leur conviction fondamentale est que les travailleurs ne servent à rien et qu'une secrétaire, par exemple, ne sert à rien. Mais en fait, en disant ça, ils disent surtout leur méconnaissance et leur incompréhension profonde de ces métiers. Par exemple, je donne l'exemple d'une assistante de direction ici, dont la fonction fondamentale est de régler les problèmes au fur et à mesure où ils arrivent et de prendre la responsabilité que l'agenda se déroule sans problème. Eux, de leur point de vue à eux, qui est celui du patron, de leur point de vue à eux, en réalité, la secrétaire est juste un agenda vivant, sans âme, sans intérêt. Et ils ne voient pas que l'ensemble de ces métiers, y compris dits de service, la contribution humaine de ces métiers réside précisément dans la capacité à résoudre des problèmes humains, y compris quelqu'un à un guichet de service public. Bon, vous voyez bien comment c'est un guichet de service public. On ne connaît pas le jargon, éventuellement on ne connaît même pas la langue, donc on parle avec les mains, on fait appel à l'expérience, on essaie de se faire comprendre. Il y a besoin d'humains pour faire ça, et on voit bien à quel point c'est agaçant de tomber sur un chatbot, que ce soit par téléphone ou le truc nous parle avec une voix robotique, ou même que ce soit sur informatique, et la difficulté qu'il y a à se faire comprendre. Ça n'est pas vrai que l'IA a remplacé ces métiers. On a détruit ces métiers et on a mis un petit peu de décorum IA par-dessus, mais on a détruit ces métiers et on a supprimé du service public. On l'a pas remplacé par de l'IA, ça n'est pas vrai. Donc je pense que c'est important d'avoir un peu tout quand on parle de suppression du travail par l'IA, c'est important d'avoir un peu tous ces aspects-là en tête, je pense. C'est intéressant ce que tu dis. Puisqu'on est sur le travail, dans les interrogations quand même, et là, dans le travail, la dimension plus concrète et le rapport que cette dimension concrète, elle peut avoir à la manière dont on se construit soi-même, il y a quand même aussi des interrogations, puisqu'on était en train d'en lister un certain nombre, sur l'impact de l'IA. Euh, En gros, pour dire les choses bêtement, si plus on confie des tâches à l'IA, alors que le travail, d'une certaine façon, est une manière, nous construit nous-mêmes qu'individu, et qu'il est même il est l'expression même de notre capacité à transformer notre environnement, le monde, voilà, transférer d'une certaine façon à la machine une part de ce fonctionnement-là. Est-ce que c'est pas une amputation qui peut être très douloureuse? Je crois qu'il y a, j'ai pas d'éléments très précis, mais je crois que il y a eu une étude, je crois que c'est du MIT, mais je suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises, qui indiquerait que les étudiants qui aujourd'hui utilisent ChatGPT par exemple ou un chatbot pour initier un travail s'en sentent un peu d'une certaine façon dépossédés et se sentent, au lieu d'être des auteurs de ce travail, se sentent au fond un maillon d'une chaîne qui les dépasse et au fond, c'est quand même l'expression d'une aliénation, d'une aliénation dans le travail. Est-ce que quand même, cette technique, elle n'est pas porteuse de ce type d'aliénation? Je parle même pas du fait que, bon, c'est aussi la source. Moi, j'ai un étudiant, un fils qui est étudiant en prépa scientifique et les profs n'ont qu'une obsession, c'est chasser ces chatbots Et pourtant, c'est une prépa scientifique, donc il y a forcément un appétit, une curiosité intellectuelle qui est la tienne et qu'on voit bien, que tu fais bien partager ce soir, Hugo. Mais on voit ces profs, en l'occurrence, ils n'ont qu'une obsession, c'est comment chasser ces outils-là. Voilà. Et d'autres aussi disent qu'au fond, la page blanche, par exemple, et ChatGPT, c'est une anti-page blanche. C'est-à-dire quand on ne sait pas quoi dire, ChatGPT déjà va vous remplir à moitié votre sujet, quitte à ce qu'après derrière on bouleverse, etc. Mais la page blanche, c'est aussi un aiguillon probablement très puissant dans la création. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un bouleversement, un prix très très cher à payer sur une dimension, enfin, j'en sais rien, moi je dirais anthropologique, quoi, mais de notre rapport au travail en tant que construction de soi, quoi.
Il y a plus, enfin, moi je trouve, bon après c'est dans le débat et tout ça, mais je trouve qu'il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a, bon, évidemment qu'il y a plusieurs questions dans ta question, mais voilà celle que j'identifie moi. C'est peut-être ça l'aspect qui fait débat. D'abord, il y a la question de est-ce que au moment de pratiquer une activité intellectuelle, il faut faire preuve de rigueur intellectuelle, c'est-à-dire bah, de construire un résultat mathématique, faut-il le construire à la main ou recopier quelque chose? Parce que moi, au collège, j'étais pas bon en maths. J'avais pas besoin de l'IA pour être un cancre en maths, si tu veux. Tu vois, pour avoir des. Bon, Mm. première chose, on a à valoriser la rigueur intellectuelle, on a à la mettre en avant, et ça passe par mettre en avant les lieux où elle s'exerce, les métiers qu'il exerce et les services publics qu'il exerce. On ne résoudra pas les problèmes de l'école sans résoudre les problèmes de l'école. C'est ça mon point sur la question de l'école. Souvent, on entend dire ah ben l'IA est en train de détruire l'école. Ben, ça revient un peu, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Pardon, c'est l'IA qui est en train de détruire l'école, mais vous avez vu les politiques que vous menez depuis 20 ans. Enfin, si on veut que l'école soit au centre de la société, il faut certainement pas s'y prendre comme que l'école, que l'apprentissage, que la rigueur intellectuelle et l'acquisition rigoureuse des connaissances soient au centre de la société. Ça n'est certainement pas qu'il faut comme ça qu'il faut s'y prendre. Et en réalité, des masses de millions de décrocheurs, il y en avait avant l'arrivée de l'IA. L'IA accélère le truc, donne des prétextes, etc., etc. Mais vous avez détruit l'école et vous avez détruit le respect collectif que les gens ont pour cette institution-là, y compris en dénigrant en permanence de manière publique et répétée les enseignants. Donc, je pense que c'est quand même important de mettre ce débat politique sur le truc. Ensuite, sur la question du travail, okay, c'est deux questions distinctes quand même, la réalisation de soi dans le travail, en gros, et la question de la rigueur intellectuelle. Sur la réalisation de soi dans le travail, la première chose est que, c'est en lien avec la question de la rigueur, utiliser de manière pertinente un logiciel d'intelligence artificielle pour atteindre un bon résultat, c'est un travail difficile. Tu as dû faire l'expérience de ce qu'on appelle prompter. Donc prompter, c'est commander, piloter quoi, un logiciel d'IA pour lui faire obtenir un résultat. C'est difficile précisément parce que c'est des machines statistiques qui peuvent facilement partir dans le décor. On dit halluciner, pas partir dans le décor, dans le jargon, mais c'est difficile de prompter correctement. Donc c'est du travail, et du travail au travers duquel on peut se réaliser. C'est important parce qu'il y a plein de gens dont c'est en train d'être le métier là, qui sont en train de se reconvertir et qui sont en train de faire ça comme métier. Donc c'est important qu'on le sache d'une part et qu'on le prenne pas de trop quoi. Enfin c'est dur, c'est du travail, c'est pas simple, etc. Mais plus généralement, moi je pense que c'est super important. En fait, ce propos de la disparition du travail, pour moi, c'est une offensive propagandiste extrêmement violente contre le travail lui-même, parce que ce qu'on appelle travail, c'est l'activité de la journée qu'on décide de valoriser socialement, dont on décide qu'elle a de la valeur, et une valeur qu'on matérialise par le salaire, par plein de trucs. Je vois le camarade Bernard juste en dessous sur mon écran. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on refuse de les laisser, parce qu'en disant ça, en utilisant l'IA, vous détruisez le travail. En fait, on les laisse dire ce qu'est le travail. Et on leur laisse dire ce qui, dans notre journée, ce qui, dans notre activité, est l'activité légitime, celle où on n'utilise pas l'IA, et l'activité légitime, celle où on l'utilise. Je pense qu'il faut les envoyer bouler en disant, bah, en fait, on fait plein d'activités, on produit ce dont on a besoin pour vivre, on en produit aussi ce dont on a besoin pour être heureux. Il y a plein de trucs qu'on produit qu'on pourrait ne pas produire, mais bon, on a collectivement et individuellement plein d'activités sociales et on considère que tout ça est du travail et on veut organiser les choses pour qu'elles soient démocratiques et on veut organiser les choses pour, vous voyez, et on veut organiser les choses pour que au travail ce soit l'émancipation qui l'emporte. Mais à mon avis, refusons tel outil interrompt le règne du travail et fait commencer celui de la ligne. Vous voyez, c'est pas tellement y compris un des sujets qu'on a eu parce que je pense qu'un des aspects intéressants du bouquin Que faire de l'IA, c'est qu'on n'est pas toutes et tous d'accord. Et un des gros débats qu'on a eu, c'était sur l'irruption de ChatGPT dans les boîtes. L'irruption de ChatGPT dans les boîtes, c'est super intéressant parce que c'est arrivé malgré les patrons initialement. Les patrons étaient, il y a eu 2023-2024, il y a eu tout un moment malgré les patrons et malgré les managers, tout un moment de panique. On appelait ça le Shadow GPT à l'époque, le ChatGPT dans l'ombre, quoi, où en fait les salariés trouvaient ça super. On commençait à utiliser ChatGPT, ça leur simplifiait plein de trucs à la con qu'ils voulaient plus faire. Et bon, du coup, les patrons se retrouvaient avec les managers, pardon, parce que je dis les patrons, c'est pas, les managers se retrouvaient avec des tâches qui avançaient, mais des données internes de l'entreprise qui se mettaient à circuler n'importe comment et à aller n'importe où. Ils perdaient complètement la main sur les process de travail, quoi, sur les workflows de travail. Et du coup, il y a eu un vrai moment de panique et un vrai moment où, y compris Macron, vous avez sans doute vu au sommet sur l'IA,
avec Mistral, a proposé une procédure aux chefs d'entreprise de PME et de TPE pour encadrer l'usage de l'IA dans les entreprises parce qu'il était désencadré. Ou en fait, la manière dont ChatGPT est arrivé dans les entreprises, c'est pas du tout comme truc imposé par les chefs d'entreprise pour tailoriser le travail ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est les salariés qui s'en sont servis pour simplifier des tâches. Je trouve que c'est super Et pour intéressant. libérer du temps aussi, je crois. Pour libérer du temps et reprendre la main sur le travail avec le sens que eux... Ouais, carrément. Là. Carrément. Et je trouve, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, j'étais frustré de ne pas l'avoir dit, donc ça me permet de reboucler comme ça. À un moment, tu disais, à raison, que en fait, c'est des réactionnaires, quoi, qui contrôlent ces technologies et qui mettent des choses réactionnaires dedans. C'est vrai. Enfin, je ne sais pas pour contester ça. Mais je pense, je disais, c'est une technologie de stockage de l'information, comme le livre, comme le film, comme etc. Je pense que c'est super important qu'on ait en tête que l'information, même réactionnaire, elle est un point d'appui. La Bible, la presse de Gutenberg, c'était pour imprimer des Bibles. Et en fait, assez vite, ça a donné lieu à l'impression de critique de la Bible, et puis l'encyclopédie de Diderot, et puis le manifeste de Karl Marx. Bon, en réalité, quand l'information circule et que les gens se retrouvent à pouvoir la manipuler et se retrouvent dans une boîte, à pouvoir utiliser des logiciels de traitement automatique du langage comme c'est le cas, où en fait, on te demande quand même, on appelait ça les bullshit jobs à une époque, et il y a tout un genre cinématographique qui consiste à commenter les bullshit jobs. Je me souviens, peut-être Fight Club, vous vous souvenez du début de Fight Club où le mec pète un câble dans son boulot de bureau absurde, quoi. Bon, en fait, il y a plein de métiers où on te demandait de faire des trucs, de la production de textes procédurière, absurde, écrasante. Et ben, les gens sont bien contents de pouvoir s'en libérer comme ça. Là, je vois dans le chat l'irruption dans l'entretien d'embauche. Je trouve que la lettre de motif, c'est un assez bon exemple du texte un peu absurde que tout le monde a dû rédiger, la lettre de motivation, pardon, que tout le monde a dû rédiger à un moment. Là, on nous dit ah ben c'est triste parce que les gens écrivent plus de lettres de motivation. Bon, moi je pense que c'est un exercice. Alors, d'une part, qui n'a pas beaucoup de sens, et d'autre part, suivant la boîte à laquelle tu es en train de, etc., qui est quand même un exercice de, tu donnes à voir que tu adhères aux valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire du patron. Et bon, le fait qu'on admette collectivement que ça sert que c'est pas très important et qu'on peut confier ça à un robot, moi, je pense que ça va nous faire grandir, quoi, toutes et tous ensemble. Donc sur ça, je pense que c'est quand même pour l'instant, les grandes catastrophes professionnelles promises par l'arrivée de ChatGPT n'ont pas eu lieu, mais par contre, on croise toutes et tous des gens dont ça simplifie la vie. Bon, je vois que l'heure avance, on reste quand même quasiment aussi nombreux qu'au départ, mais je voudrais pas qu'on perde des gens avant d'arriver sur un point important qui te préoccupe. Puisque que faire de l'IA? Bon, la référence, le titre provocateur, je pense que si c'est un ouvrage collectif, tu n'y es pas pour rien dans le choix du mot que faire. Euh, et en tout cas, une de tes préoccupations, c'est qu'on cesse peut-être aussi seulement d'être pris dans les phares de la bagnole et qui se demande, en nous demandant qu'est-ce que l'IA va faire de nous. Bon, on a vu, il y a plein d'autres sujets, hein, mais je voulais pas qu'on rallonge trop. Il y a plein d'autres sujets d'inquiétude ou de préoccupation, mais on n'a pas à être seulement, si je veux me faire un peu ton avocat, seulement dans les phares de ce que l'IA va faire de nous, mais nous qui voulons changer un peu, changer le monde, pas un peu d'ailleurs, le changer, qu'est-ce qu'on va faire de l'IA pour y parvenir? Est-ce qu'il y a je sais que c'est pas qu'un sujet théorique, c'est un sujet sur lequel tu as, avec d'autres, engagé un travail. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, là-dessus, je voudrais commencer par une expérience de pensée qui m'aide, je trouve, à me projeter dans le truc. Tout à l'heure, j'ai fait la comparaison avec la presse de Gutenberg. Bon, c'est peut-être pas une technologie d'usage aussi général que la presse de Gutenberg, parce que la presse de Gutenberg, ça fait quelques siècles, on a pu tirer le bilan, et c'est sûr que ça a changé le monde. Ça a changé le monde assez profondément. Mais bon, presse de Gutenberg, Internet, invention du film, Frères Lumière, bon, prenez n'importe laquelle de ces technologies. Mettons la presse de Gutenberg avec toutes les limites que je viens de mettre. La presse de Gutenberg, ça arrive en 1450. Là, on est 3 ans après l'arrivée de ChatGPT. Donc 1453. En 1453, on est dans la situation de se dire quel est le bilan de la presse de Gutenberg ou de je sais pas quelle autre technologie. Vous voyez, l'idée d'après laquelle il faut agir,
Enfin, l'inverse est ridicule, quoi. L'idée d'après laquelle ce genre de technologie, les technologies de stockage de l'information, euh, on n'a qu'à s'adapter et leur histoire est déjà écrite avant d'avoir lieu, elle est ridicule parce que la presse de Gutenberg, je le disais tout à l'heure, c'est d'abord on imprime des Bibles, un siècle plus tard on imprime des critiques de la Bible, un siècle plus tard on imprime l'encyclopédie de Diderot, un siècle plus tard le manifeste du Parti communiste, et un siècle plus tard le Seigneur des Anneaux de Tolkien, et puis maintenant Harry Potter. Bon, les technologies comme ça, elles s'envolent et puis elles vont dans des directions qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance, et les humains s'en emparent, et puis les tordent, et puis les corrigent, et puis les machins, etc. Donc il faut la question qui nous est posée maintenant, 3 ans après l'arrivée de ChatGPT, c'est pas quel est le bilan de ChatGPT, mais que va-t-on en faire? Alors que faire, oui, c'est évidemment une référence à Lénine, mais c'est pas que ça. C'est une vraie question aussi. Comment on se tourne vers ces technologies dans un sens d'action, quoi, dans un sens de prendre le contrôle et dans la lutte politique aussi, parce que évidemment le fait que des méga capitalistes en contrôlent l'usage aujourd'hui veut dire qu'il faut renverser ces méga capitalistes et que rien n'est possible, à mon avis. C'est des débats, hein, mais moi je pense qu'il faut leur arracher, et leur arracher, ça veut dire mener une lutte politique intense. L'émancipation ne surgit pas toute seule du sol, il faut se battre pour elle. Bon. Tout ceci étant dit, se battre pour elle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, on a la question du propos. Je crois beaucoup à ça, on peut juger ça un peu bêtement volontariste, mais je crois beaucoup au fait, c'est un bon exemple, le livre imprimé. La confiance inébranlable des philosophes des Lumières et après eux des marxistes, d'après laquelle la diffusion de la connaissance permettrait le progrès social, du coup, ça a poussé des gens à s'emparer des livres dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut le dire. Et il faut donner. Et les mecs d'en face, vous voyez, moi je me souviens, j'étais jeune militant en 2010, et il y avait Alain Soral, donc c'est un facho, enfin vous voyez, antisémite, le pote de Dieudonné, qui était la principale personnalité politique de YouTube. On le voyait sur YouTube et il disait ces trucs, les juifs, le complot, le machin. Et il y a plein de gens de gauche qui disaient faut pas aller sur YouTube parce que c'est un truc de facho, quoi. Il y a Soral, il y a machin. Je pense que cet état d'esprit-là, cet état d'esprit de renoncement, c'est lui qu'il faut réussir à mettre dans la tête de nos adversaires. Je pense qu'il faut réussir à construire une situation où ils se disent, un peu comme Musk en 2023, avant de rattraper son retard, bon, de toute façon, l'IA, c'est un truc de woke ou de gauchiste ou de je sais pas quoi. Bon, on n'y peut rien, laissons-leur ça. Il faut réussir à créer cette... Donc, il faut avoir un propos, je pense que c'est important d'avoir un propos confiant sur l'avenir. Un propos qui dit, voilà ce qu'elle ouvre comme possibilité. Et donc, je pense qu'il est important de souligner les possibilités qu'ouvre cette technologie, qui sont pas unilatérales. Il est évident qu'il y a des usages très réactionnaires de l'IA, mais il y a d'ores et déjà aujourd'hui des usages émancipateurs. On n'a pas besoin de les inventer. Je vais dire un mot sur l'invention, mais il y a déjà des choses qu'il n'y a pas besoin d'inventer. On parle de l'éducation, on met souvent l'accent, comme tu le disais, sur nos inquiétudes éducatives, cognitives, etc., etc. Il y a aussi des usages éducatifs. Lula, par exemple, il a déployé un programme dans les communautés qui vivent le long du fleuve Amazon, qui sont parmi les communautés les moins alphabétisées du monde, qui voient un enseignant tous les mois, pour compléter le travail des enseignants avec des applications d'IA, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de smartphones que d'enseignants, en réalité, même le long du fleuve Amazon, et du coup que les gens avaient une machine informatique avec laquelle ils pouvaient interagir, et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qui engendrait le plus de décrochage scolaire, c'était l'absence de feedback, d'interaction. Pendant un mois, tu vois pas l'enseignant, donc en fait, tu bosses 3 jours après qu'il soit parti, et puis après tu décroches parce que le gamin fait ses devoirs, il a aucun retour sur son boulot, et du coup il peut pas avancer. Et du coup, ils utilisent les logiciels d'IA comme moyen de complémenter, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais de compléter, pardon, le travail des enseignants. Et ils ont fait la même expérience, enfin pas la même expérience, mais ils ont déployé la même idée à l'université de Cambridge l'année dernière. Donc là, c'était les communautés les moins alphabétisées du monde. L'université de Cambridge, c'est les communautés les plus alphabétisées du monde, et avec des résultats similaires, qui est que fournir aux étudiants un moyen d'interagir pendant la semaine où ils ne voient pas l'enseignant, en fait, c'est hyper bien, ça améliore les résultats et ça améliore l'implication des étudiants, même si dans l'intervalle, l'IA peut dire des bêtises, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de garder l'intérêt et de garder l'implication de l'étudiant. Et si, une fois sur 10, il y a une bêtise qui est dite, en réalité, ça se dépasse par l'interaction avec l'enseignant. Donc, un usage rigoureux, contrôlé et maîtrisé de ces logiciels pour l'éducation existe. C'est un usage émancipateur pour le coup. Vous avez tous les sujets d'aide à la création, parce qu'on parle évidemment, et on a raison de le faire, de la pression qui est exercée par les capitalistes en utilisant l'IA sur les métiers de la création, et donc il faut
Là-dessus, on a un choix de société. Hein. Est-ce qu'on veut des créateurs? Est-ce qu'on veut des artistes? Si oui, on protège, on crée des protections professionnelles supplémentaires. Sinon, on les laisse crever. Mais c'est des choix de société, c'est pas des choix techniques. Sur l'aspect technique, vous avez, par exemple, cet été là, au moment où, bon, ça a un peu fait flop, mais au moment où tout l'été bruissait du 10 septembre, qui allait être le moment où on allait faire la peau à Bayrou et tout, bon, vous aviez sur tous les réseaux sociaux des images de Bayrou un peu caricaturales parfois, un peu excessives, un peu outrancières, qui fleurissaient. Bon, où les gens s'emparaient des outils pour faire un truc d'affichisme politique qu'ils auraient pas fait en payant un affichiste. C'est pas vrai. Simplement, bon, c'est une blague de bistrot qu'on exprimait sous la forme d'une image générée par ChatGPT. Bon, vous aviez ça, aide à la création. Euh, vous avez d'ores et déjà ce genre de... Puis vous avez des questions d'auto-formation où des gens, par exemple, la difficulté des encyclopédies. On parlait des encyclopédies tout à l'heure. Les encyclopédies, pour apprendre, elles ont une limitation importante, c'est qu'elles sont écrites par des experts et qu'il faut être déjà bon. Je ne sais pas si vous êtes allé voir les pages Wikipédia relatives à la physique quantique, c'est dur à lire quand on n'y connaît rien. L'avantage de ces logiciels-là, c'est des livres qui répondent aux questions qu'on leur pose, où on peut interagir en disant explique-moi comme si j'avais 5 ans. Vous avez ces usages émancipateurs-là. Vous avez les usages émancipateurs d'accès à l'information que vous pouvez généraliser. Vous pouvez imaginer qu'on avance là-dessus. Il y a un article là dont on discutait avec Franck, que j'ai écrit il y a peu après la sortie de ChatGPT, qui s'appelle, au titre un peu provocateur, qui s'appelle de l'intelligence artificielle de Lénine et des cuisinières. Le point de départ de cet article, la situation de départ, c'est la révolution d'octobre, vous savez, où Lénine dit « Désormais, il faut que les cuisines et les manœuvres apprennent à diriger l'État ». Donc, il chasse tous les fonctionnaires tsaristes en disant ces gens sont complètement compromis avec l'horreur monarchiste qu'il y avait avant et tout ça. Et à la place, il recrute des ouvriers du rang. Ça se passe très mal parce qu'en réalité, la machine d'État tsariste, c'est quand même un truc volontairement compliqué, fait pour être difficile à manipuler au plan de la fiscalité, au plan des chemins de fer. C'est compliqué, un appareil administratif comme celui-là. Du coup, ça n'a pas bien marché. Les gens ne savaient pas faire. Ils n'avaient pas été formés dans les écoles tsaristes qui permettent d'apprendre à manipuler. Bon, du coup, il a fallu rappeler les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires, qui ont servi de base après quand même à ce qui est une des grandes tragédies du XXe siècle, à la bureaucratisation de l'État soviétique et à la prise de pouvoir de Staline. Donc cet article-là, la question un peu provocatrice qu'il domine, c'est alors si ces gens sortant du rang pour administrer l'État avaient disposé d'un livre qui répond aux questions qu'on lui pose sur les questions de chemin de fer, sur les questions administratives, est-ce qu'il s'en serait pas mieux sorti? Est-ce qu'on n'aurait pas évité la grande tragédie du XXe siècle, qui est que le magnifique combat communiste a souffert de la boue sanglante stalinienne? Donc vous avez ce genre à partir de la question de l'information, ça nous permet de reposer des questions historiques du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire, du mouvement transformateur. Je donne celle-là parce que ça m'intéresse, j'aime bien ces figures révolutionnaires russes-là, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez réévaluer à l'aune de, les gens ont dans la poche un livre qui répond aux questions qu'on lui pose et qui n'y répond pas trop mal. Et vous avez les questions de la lutte immédiate. Là, avec Espace Marx, je pense que c'est ça que tu avais en tête avec ta question. Du coup, j'ai fait un long détour avant d'arriver à la réponse que tu voulais susciter. Avec Espace Marx, on est en train de développer, on peut l'envoyer, on a la version 1 qui est prête, un guide qui est, en gros, comment utiliser l'IA pour militer. Comment s'aider de l'IA dans le travail créatif militant, parce que en fait, c'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'affichisme dans un groupe militant. Des fois, on a un camarade qui est graphiste ou une camarade qui est graphiste, qui est super, qui sait faire, qui nous fait le maquettage. Des fois, on n'en a pas et du coup, on fait un tract ignoble qui est pas du tout sérieux. Enfin, vous voyez, parce que autour de la table, il n'y a pas les compétences. Et c'est ça. Hein. Et ça ne peut être que ça, un collectif militant de gens qui veulent changer le monde, parce que nous, on n'a pas l'appareil d'État ou le grand capital qui peut nous payer les services de X ou Y. Et du coup, il y a des situations où on n'a pas les compétences autour de la table et où il faut quand même qu'on fasse. Il y a une manif dans ma ville, il y a ceci, il y a cela. Et donc, on essaie de voir, c'est un manuel, quoi. Je dis guide, mais c'est au sens manuel du terme, où on essaie de voir, dans quelle situation ça peut être utile de s'aider de l'IA, et y compris comment, et en faisant attention, et avec quel garde-fou. Parce qu'il y a aussi des manières catastrophique d'utiliser l'IA dans le militantisme, à la fois pour des questions de protection des données. Il y a des fois, on prépare une action coup de poing et on ne veut pas que le camarade Elon Musk ou le camarade Mark Zuckerberg soit au courant de l'action coup de poing qu'on est en train de préparer, mais aussi parce que quand on a un petit groupe de 5, de 10, même de 20, peut-être on n'a pas l'œil, on n'est pas habitué à réévaluer la qualité de ce qui sort, et du coup on se retrouve soumis
à l'orientation qui a été mise dans les algorithmes, que ce soit pour du texte ou que ce soit pour des images. Vous vous souvenez peut-être de l'image de Hanouna catastrophique qu'avait sorti la France Insoumise, qui rappelait des affiches d'extrême droite des années 30. Moi, j'ai aucun... Il est évident pour moi que cette organisation et ses militants ne sont pas des antisémites. Mais là, ils se sont retrouvés avec des clichés visuels engendrés par l'IA d'Elon Musk et qu'ils n'ont pas su maîtriser, qu'ils n'ont pas su couper avant de le sortir. Donc ce genre de cas, on l'identifie en disant attention, ça sert à ça, à condition de ça, et avec ce genre de risque-là. Et du coup, il faut que l'humain reste en permanence dans la boucle. L'IA va pas faire votre ligne politique à votre place. Si la position politique que vous défendez, elle est pas bonne, l'IA va pas la rendre bonne. Bon, mais un petit guide d'une trentaine de pages qu'on veut qu'on continue à enrichir pour y rajouter des cas d'utilisation, parce qu'il y a la création visuelle, mais il y a aussi, par exemple, un truc qui est très dur, moi, que je savais pas faire, c'est, j'écris un truc, moi j'aime bien écrire, mais ensuite, on me demande d'en faire une vidéo, on me demande de me filmer en ayant le même message, mais c'est pas le même texte, en fait. Vous voyez, un script vidéo et un article, c'est pas le même texte, et du coup, ça m'a vachement aidé au début. Donc, on me présente ces cas-là, on apprend à faire, on apprend pour celles et ceux peut-être qui savent pas à aller pour la première fois de sa vie sur Mistral ou sur ChatGPT. Voilà, un petit guide qu'on a produit et qui est sur le site d'Espace Marx, que je vous invite toutes et tous à découvrir, et dont l'idée est double. C'est à la fois d'apporter des réponses en termes de technique militante, un peu comme un logiciel de mise en page est une réponse en termes de technique militante au problème du maquettage de tracts, mais aussi une réponse en termes de propos. On veut donner à voir le fait, on veut inquiéter les fachos, on veut inquiéter les gens de droite, et que ces gens se disent ah ben l'IA c'est un truc de gauchiste, faut pas y toucher. Vous voyez, qui renvoie ce sentiment d'avoir perdu, d'être dépassé, etc. C'est hyper important de susciter ce sentiment-là chez l'adversaire, parce que dès lors qu'on le suscite chez l'adversaire, on le suscite aussi chez tout le monde, et les gens se disent bon ben voilà, ces gens-là ils appartiennent au passé, on peut leur rouler dessus. Donc voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit de ce truc-là. Très bien. Bah, écoute, je ne sais pas si là on s'achemine vraiment vers enfin, on peut continuer, hein, mais je veux dire, bon, peut-être ça serait bien éventuellement s'il y a eu une ou deux questions. Moi, je voulais ajouter moi une suggestion personnelle qui est que sur, mais je sais pas. J'imagine que je suis pas le seul à avoir eu cette idée là. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on est candidat justement au pilotage et à gérer cette société et l'économie en particulier, qui est aujourd'hui extrêmement complexe, est-ce que disposer d'outils basés sur l'IA qui permettraient d'analyser des données sur les flux, sur les technologies, sur toutes les données économiques qui sont nombreuses et qui méritent analyse, etc. Et qui aujourd'hui sont seulement entre les mains de quelques-uns et qui mériteraient d'être entre les mains des travailleurs et des travailleuses et des gens qui veulent justement avoir leur mot à dire et dire ce qui doit être produit, dans quelles conditions, différemment, etc. Est-ce que ce serait pas un projet, là tout à l'heure tu évoquais au début de l'entretien l'idée aussi d'une intelligence artificielle libre, ouverte aussi. Bon, est-ce que c'est pas des chantiers aussi qu'il faudrait essayer d'ouvrir, mais que là on peut pas faire seul dans son coin, qui supposerait probablement un peu d'organisation et de se faire à l'échelle, à un échelon peut-être même international, mais comme l'est par exemple aujourd'hui, de faire un Wikipédia d'ailleurs, si je puis dire, ou un projet de cette nature en tout cas de cette nature, mais avec les technologies dont tu nous as parlé ce soir. Voilà, ça, c'était ma question, mais s'il y en a d'autres, je vous propose de les prendre et avant qu'on conclue cette réunion. Je vois pas de questions. Camarade, Ah oui, vas-y Daniel. Alors. euh, c'est sur un volet un peu particulier de l'IA, c'est l'utilisation par les adolescents comme une sorte de coach de vie, voire parent de substitution, voire psychologue improvisé, c'est-à-dire voilà cette question de la dépendance des ados à l'IA. Bon, voilà, je pose, c'est même pas une question, c'est une inquiétude.
que je dépose comme ça. Euh, voilà, comment est-ce que on peut faire évoluer ça? Quel est le diagnostic qu'on peut poser? Enfin, voilà. Merci Daniel. Bon, je ne sais pas ce que Hugo en dira. Moi, là-dessus, j'allais dire aujourd'hui, les adolescents, ils sont tellement soumis en permanence à des objets, des outils qui visent justement à susciter de la dépendance et c'est pas une spécificité qui est liée à l'IA, quoi. À mon sens, mais effectivement, c'est un sujet en soi, mais qui, là aussi, à mon avis, pose la question du fait que, bon, bah, ça décrit souvent des situations de misère, comment dire, affective, de difficultés, etc., qui sont pas traitées par ailleurs et qu'il devrait, comme il devrait l'être, probablement aussi par des structures existantes. Tout à l'heure, Hugo, il parlait de la déficience de l'école, etc. Bon. Mais c'est probablement un sujet, effectivement, à traiter. Je ne sais pas quel est l'avis d'Hugo là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, s'il n'y a pas Peut-être d'autres... Oui. dire un mot sur la question que soulevait Daniel. Vas-y, Hugo. Sur ça, et j'avais dit tout à l'heure, si ça t'embête pas, Franck, j'aimerais bien dire un mot sur les questions environnementales aussi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais c'est de ma faute, parce que enfin, je pars dans tous les sens à chaque fois, et du coup, aléatoirement, il y a des Non, non, questions mais qui c'est sont coupées, passionnant. Vas-y. mais ça me semble important de revenir dessus. Sur ce que disait Daniel, alors c'est vrai qu'il y a ce sujet qui vient régulièrement. Euh, Voyons ce dont on parle quand même. Les ados pris dans un. Donc, il s'agit d'ados qui interagissent avec un logiciel qui produit du texte, quoi, qui lisent ce texte et qui accorde éventuellement trop d'importance à ce texte. Le problème précis, concret, je veux dire, c'est ça. Et bon, il y a des cas un peu extrêmes qui sont documentés où il devient amoureux d'une IA, ou alors le machin, il partage ses idées noires et le machin, il part un peu dans le décor en disant oui, peut-être que ta vie a pas de sens et du coup ça approfondit le. Bon, il y a plein de cas un peu comme ça, faits divers quoi. Enfin, plein, ça arrive quoi. C'est présenté dans les médias. Là-dessus, c'est compliqué à quantifier. Il y a pas encore d'études de ça vraiment qui permet de dire est-ce qu'on a un problème collectif ou pas. En tout cas, je pense que c'est important d'avoir une réflexion sur le fait que décrit comme ça, en tout cas, on parle d'adolescents qui ont un rapport morbide à du texte. En fait, ça existe, ça. Des livres, c'est l'histoire d'Emma Bovary, quoi. Je veux dire, des livres qui nous avalent, quoi, et puis qui coupent du réel, et puis qui mènent à faire des bêtises. C'est même l'histoire du terrorisme des trois grandes religions du livre. Enfin, je veux dire, le fait de s'oublier, d'être en mal-être, etc., et de s'oublier au profit d'un texte qu'on lit et qu'on prend comme parole d'évangile, c'est le cas de le dire, c'est un problème qui n'arrive pas avec l'IA, et je pense qu'il faut évaluer aussi à cette perspective-là. Il y a évidemment des problèmes nouveaux qui arrivent avec l'IA, mais il me semble que dans les usages numériques des adolescents, il y a des problèmes bien plus lourds que ceux qui sont posés par l'IA. Il me semble qu'on a un vrai débat là. Vous avez vu, Macron, il a fait son truc sur les réseaux sociaux et tout ça. Bon, il le prend sous l'angle exclusivement interdiction et tout ça. Mais il y a quand même un sujet sur TikTok, par exemple. Je veux dire, TikTok, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est un réseau social exclusivement tourné vers des très courtes vidéos dont l'usage, du coup, c'est des vidéos très dopamine, quoi. Vous voyez, qui excitent, etc. Mais et, bah, pour le coup, on se retrouve là avec des jeunes gens, des adolescents qui peuvent passer 2 heures ou 3 heures, mais même vous, même moi, j'ai déjà fait, passer 2 ou 3 heures à voir des vidéos débiles défiler et à défiler et à défiler. Et je trouve que dans ce genre d'interaction-là avec son téléphone, on est quand même dans un truc beaucoup plus légume qu'en interagissant avec un logiciel de texte, quoi. Je soumets ça en tout cas, et ceci sans sous-estimer le problème que peut poser le texte et la fascination et l'attraction et le contrôle que peut exercer un texte sur l'esprit de quelqu'un qui a peu d'esprit critique. Je le sous-estime pas du tout, mais on a les problèmes. Alors là, j'ai parlé de la vidéo version TikTok, mais vous avez la version un petit peu plus dure avec la version OnlyFans, qui est de la vidéo érotique, quoi, où ils ont un problème massif d'adolescentes et d'adolescents, bon, qui partagent des contenus érotiques sur eux-mêmes.
on a un problème sur les réseaux sociaux qui, à mon avis, qu'il faut distinguer quand même du rapport à l'IA et qui me semble, à date, plus lourd et poser des problèmes, je veux dire, de santé publique et de bien-être des adolescents plus lourds que le rapport à l'IA en masse. Mais je dis ça, c'est de l'intuition, hein, il n'y a pas d'études, tout ça, donc il faut les attendre, les études. Prenez pas sur... Bon. Ça, c'est la première chose. Sur la question environnementale, je pense que c'est assez important à la fois d'avoir des ordres de grandeur de ce dont on parle, parce que le processus d'entraînement des modèles que j'ai décrit tout à l'heure et leur utilisation requiert l'installation de ce qu'on appelle des centres de données. Donc, les centres de données, ce sont des ordinateurs mis en réseau qui calculent, quand vous utilisez quelque chose sur votre téléphone ou sur votre machine et que vous êtes sur Internet, en général, c'est pas votre ordinateur qui calcule, c'est un ordinateur à l'autre bout de la Terre. En général, c'est dans un centre de données. Et l'IA, comme je le disais, c'est beaucoup de calculs, la consommation de beaucoup de données. Et du coup, vous avez besoin de beaucoup d'ordinateurs pour faire ça. Donc, ça pose 3 types de pollution qui sont toutes les 3 importantes. Vous avez la question des métaux, d'abord, parce que les puces et les ordinateurs, vous avez besoin de les construire, de les extraire et de les construire. Vous avez la question de l'électricité et vous avez la question de l'eau. L'eau pour refroidir les puces et en général, du coup, on la pollue en refroidissant. Enfin, elle embarque beaucoup de choses, donc on la rejette et elle est plus buvable, etc. Bon. Sur la question de l'électricité, le débat n'est pas exactement le même suivant la zone du monde dont on parle. Un data center en France, il est beaucoup moins polluant au plan climatique, au plan du rejet carbone, qu'un data center aux États-Unis ou en Chine, puisque c'est des pays où le mix électrique comprend une grosse part de charbon et ou de gaz, mais enfin de charbon. Donc vous avez et en fait les serveurs de ChatGPT, ils sont pas en France, ils sont aux États-Unis. Donc vous avez ce sujet-là, à la fois d'une consommation électrique croissante et à la fois de la propreté de l'électricité. Donc vous avez une multiplication par 3 pour le moment du fait de l'IA, de la consommation électrique, des data centers. Une fois qu'on a dit ça, il faut avoir en tête que les émissions carbone du numérique sont portées pour moitié par la consommation électrique des data centers, approximativement un peu moins que la moitié. Enfin bref, je vais parler en grands ensembles, un peu 40% en fait. Et l'autre moitié, en fait, c'est la production des terminaux utilisateurs. C'est-à-dire, donc, c'est ce que je veux dire là, c'est que c'est important, les usages, et qu'on a à se poser la question, parce qu'y compris sur cette électricité, peut-être qu'elle aurait été produite de toute manière, mais du coup, il y a des concurrences d'usage, parce que si elle est produite de toute manière, mais qu'on l'utilise pour remplacer le parc des voitures, c'est pas la même chose que si on l'utilise pour interroger. Enfin, oui, on a des débats politiques à avoir sur à quoi on veut allouer les ressources électriques de notre société. Mais l'autre moitié, c'est la construction, la fabrication des terminaux utilisateurs. C'est-à-dire, c'est votre téléphone, votre ordinateur, que vous avez changé. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas vous accuser personnellement. Mais moi, en tout cas, j'ai changé le mien alors que le précédent fonctionnait. Et ça, tout le monde fait, enfin, plein de gens font ça, en tout cas. Et donc, on a un sujet, là, c'est plus à l'autre bout du monde, les États-Unis d'Amérique, la Chine ou je ne sais pas quoi. On a un sujet très personnel, de responsabilité personnelle. Et mais si on prétend qu'une société disons plus sobre, une société de moins gâchis, moins etc. est possible, que fait-on pour le mettre en œuvre donc on a cette question-là où on a des trucs très distants qui sont organisés par les salauds de capitalistes de la Silicon Valley, mais on a des choses aussi dont on est responsable nous et dont on prend la responsabilité nous. Dernier aspect, là-dessus, je pense que c'est hyper important de le savoir, c'est peut-être le plus important de tout depuis le début. Je pense, il faut le savoir. Je disais tout à l'heure, il y a des IA libres, mais elles ne sont pas vraiment libres. Parce que les données ne sont pas libres. Ok, c'est vrai. Mais il n'empêche que c'est des logiciels d'IA que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, et gratuitement, et utiliser sur votre ordinateur. Donc, ils ne sont pas sur un centre de données. Donc, c'est très facile à utiliser. Et c'est le cas il y en a vraiment des dizaines qui vous permettent de faire ça. Donc, évidemment, sur votre ordinateur personnel ou sur votre téléphone, vous n'avez pas la même puissance de calcul que les centres de données de ChatGPT ou de je sais pas quoi. Mais par contre, pour plein d'usages pour lesquels vous utilisez peut-être l'IA, vous n'avez pas besoin en réalité de cette puissance de calcul. Pour plein d'usages sur lesquels vous utilisez l'IA, par exemple, moi ça m'arrive pour de la traduction, pour la traduction d'un manuel technique que je trouve dans une langue que je maîtrise pas bien. Je fais une première traduction rapide
la traduction est pas géniale, c'est pas de la grande littérature, mais c'est pas grave, je comprends. Enfin, je cherche pas à lire de la grande littérature quand je lis un manuel technique. Je veux comprendre ce que ça dit, ce que ça fait, comment l'utiliser. Bon, donc pour ces usages-là, en réalité, vous n'avez pas besoin de ChatGPT. Vous pouvez simplement avoir une machine, une IA qui tourne sur votre ordi, qui utilise l'électricité que consomme votre ordinateur, qui aurait été consommée de toute manière. Vous voyez, donc on en parle, ça, on le décrit dans le guide d'Espace Marx dont je parlais tout à l'heure. J'invite vraiment chacun. C'est un peu technique, alors il faut aimer les ordinateurs. Hein. Si ça vous saoule et tout ça, le faites pas. Et puis voilà. Mais si vous aimez les ordinateurs, n'hésitez pas à télécharger ça, à essayer. Et vous allez voir que sur plein d'usages de l'IA, ça marche bien. Et puis par contre, en termes d'impact carbone et en termes de pollution diverses, c'est beaucoup moins problématique que d'utiliser la grosse. C'est un peu un marteau pour tuer une mouche, quoi, ChatGPT. Donc plutôt que d'utiliser cette grosse bertelle-là, il y a des outils bien plus sobres. Bon, peut-être que c'est pas la révolution comme ça, etc. Mais je trouve que en donnant confiance aux gens sur l'idée d'après laquelle il est possible d'agir, d'avoir un impact moins, c'est bien quoi. Ça participe de la politisation et puis ça permet de soi-même d'être bien dans ses baskets, je pense. Et tu laissais entendre aussi qu'il y avait une pluie de dollars qui se déversait sur certains opérateurs d'IA, ce qui fait que ils se posent pas la question et ils sont dans une course aux armements où ils multiplient les puces mobilisées pour produire des calculs, etc. Alors qu'il y a des modèles d'IA qui sont, du point de vue énergétique, nettement plus vertueux. Je crois que DeepSeek, le modèle chinois, c'est le cas, et Mistral aussi, ou en tout cas à un moment donné, c'était le cas, semble-t-il, et dans des proportions significatives, très significatives. Ouais, Mais si tu acquiesces, complètement. ça me va. J'acquiesce. Ok. Bon, écoutez, les amis, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais bon, je pense on peut vraiment remercier Hugo pour la clarté de son exposé et le fait qu'il est, Et moi, j'ai quelque chose à demander. Ah, vas-y, Parce Fabien. que bon, simplement un truc dans la continuité de ce qui a été dit sur TikTok et sur les ados. L'économie de l'attention, elle a été préparée, construite avec les réseaux sociaux, avec le numérique. Et cette modification anthropologique, elle est une continuité du capitalisme. Bon, je ne vais pas faire une histoire là-dessus, mais dès fin des années 50-60, il y a des professionnels de la société de consommation capitaliste qui ont ciblé les adolescents et les jeunes. On a tous été une génération formée à une éducation capitaliste, au marché capitaliste, par un certain nombre euh, d'éléments culturels des médias, etc., audiovisuels, qui ont formé un ciblage des jeunes. Et effectivement, aujourd'hui, les jeunes qui scrollent, il y a des tas d'études qui montrent que ça les perturbe, qui passent. Il y a le CNL, on a sorti une le 8 avril dernier, où les ados passent entre 8 à 9, 5 à 8 heures par jour à scroller et même pas à lire sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est effectivement, mais ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'IA vis-à-vis des ados, c'est une vieille habitude du capitalisme de savoir éduquer à la place des autres les citoyens, mais c'est aussi pour l'IA le fait que le terrain capitaliste est déjà anthropologiquement préparé par les aspects prédécesseurs du numérique. Et ça veut dire que la bataille politique, elle est culturelle, anthropologique, et elle est très difficile. Pour arriver à l'IA que tu décris, toi, Hugo, elle va être très difficile, parce qu'ils ont pris beaucoup d'avance pour déstabiliser la communauté culturelle. Donc là, il y a un champ de réflexion. C'est la seule remarque que je voulais faire. Sauf que je pense que les ingénieurs d'Anthropique, ils ont une faible culture poétique pour croire que c'est une grande avancée. La poésie a beaucoup changé depuis la versification. Mais ça, c'est un autre point. Mais voilà. C'est tout, j'ai fini. Voilà, bah, non, mais c'est un point de vue. Moi, et je pense que
Le numérique, mais d'ailleurs de ce point de vue-là, peut-être conclure, parce que moi je rejoins la préoccupation et je pense qu'on est nombreux aussi ici et Hugo d'ailleurs l'a exprimé en parlant de TikTok et puis sur cette économie de l'attention, sur cette économie qui cherche à créer de la rente et de l'addiction et de la dépendance, alors que justement Hugo nous appelle voilà, essayer de voir. Il a essayé dans son propos, je pense, de manière assez convaincante, de nous montrer aussi les perspectives libératoires. Moi, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire que je suis un ancien combattant du logiciel libre, du web libre, etc. Et je vois bien que malheureusement, même si il y a eu des batailles perdues, et il y en a eu de nombreuses qui ont été perdues dans ce domaine-là, mais il y a quand même encore des acquis importants. Aujourd'hui, par exemple, le fait que j'ai parlé à un moment donné de Wikipédia qui reste fragile. D'ailleurs, je vous invite à donner, parce que il y a une fondation derrière, si on peut aider, c'est pas plus mal. Mais enfin bref, il y a quand même encore aujourd'hui des points d'appui. Il y a des gens qui ont mené des batailles. Je pense que il faut, et on ne s'est pas contenté à l'époque de simplement de s'inquiéter. Moi, je me rappelle en 95, Bill Gates, il dit Internet, ça n'a pas d'avenir. Et eux, ils essaient d'imposer des modèles de réseau qui sont des modèles descendants, centralisés avec un centre qui diffuse des données auxquelles on s'abonne. Et c'est ça leur modèle de diffusion. Et le modèle qui s'est imposé, c'est un modèle différent. C'est un modèle distribué où, en fait, à partir du moment où on est connecté à Internet, où on est sur ce réseau, on est en capacité à la fois de produire de la donnée et pas simplement d'être dans un rapport de consommation. Bon. Et depuis, évidemment, les rapports de force font que cette architecture-là de l'Internet, elle a perdu comment dire, on a perdu des positions, mais elle reste ce modèle dans lequel on évolue et donc moi j'y vois une raison supplémentaire d'essayer de se battre aujourd'hui sur des chantiers un peu concrets, essayer de voir comment on peut avancer. Bon, je ne veux pas aller plus loin, mais par rapport à la préoccupation de Fabien, je pense que ça fait partie des chantiers, évidemment, comment on peut faire reculer les GAFAM, comment on peut se battre contre ces géants-là. Et c'est un des sujets, et je vous propose que on aille vers la création pour ceux que ça intéresse. Je sais que c'est le cas quand même de pas mal de gens dans notre réseau, qu'on crée un atelier un peu plus spécifique sur ces questions qui sont les questions du numérique, en particulier, bien sûr, tout ce qu'a pu apporter Hugo ce soir. Il y a plein de sujets sur lesquels, d'ailleurs, même sur l'IA, on n'a pas pu développer parce que faute de temps. Il y aurait eu beaucoup à dire sur d'autres sujets. Enfin, donc, c'est une invitation à ce qu'on poursuive ensemble au sein d'un atelier qui sera dédié à ce sujet-là et qu'on pourrait ouvrir début 2026 si vous en êtes d'accord. Et si Hugo en est d'accord, je pense que ça devrait être le cas. Voilà. Donc, en tout cas, bah, écoutez, merci beaucoup encore à Hugo. Merci à vous pour votre participation. Et puis, donc,